il fait semblant d'écouter attentivement le petit homme. Le discours mielleux du partenaire potentiel, étayé par des épithètes expressives, était agréable à l'oreille. Mais rien de plus. Au fil des années, Maëlle avait appris à déceler les intentions des gens par leur respiration. Théo était loin d'être normal sur cet indicateur vital. L'homme se tut soudain, comme s'il avait lu dans les pensées de Maëlle. Mais il doutait que l'homme ait des pouvoirs télépathiques. Pour détendre un peu l'atmosphère, il demanda « Théo, je ne suis pas contre ton offre. Mais j'ai besoin de garanties. Vous savez combien il est difficile aujourd'hui de réorienter la production sans investissement supplémentaire. Et le risque n'est pas toujours justifié. Vous comprenez ce que je veux dire ?» Le visiteur s'est soudain agité et son visage s'est couvert de gouttes de sueur. Maëlle se sentit dégoûté, car il trouvait que secouer une main moite était la chose la plus glauque au monde. Cette répulsion était présente en lui à un niveau intuitif. Et il évitait soigneusement tout rapport, même bref, avec les personnes qui présentaient cet inconvénient. Mais Théo n'était pas un simple d'esprit, car il avait entre les mains la quasi-totalité de l'activité régionale. Et le renvoyer aurait été une erreur fatale. Théo connaissait les réponses à toutes les questions posées, mais il resta silencieux, profitant de la longue pause. La situation fut sauvée par la secrétaire, qui entra dans le bureau sans frapper et déposa soigneusement des tasses de café sur la table basse. Théo renifle et roule des yeux. Arôme divin. Revenons à votre question, qui porte sur les garanties. Je suis sûr que nous trouverons un terrain d'entente, car la fusion est bénéfique pour les deux parties. Les produits de votre petite entreprise sont très populaires. Et il me semble qu'avec une bonne promotion, nous pourrons multiplier le marché des consommateurs. Maëlle a bien compris où Théo voulait le mener. Il but une petite gorgée et déplaça brusquement son regard de la fenêtre vers son visage. C'est vrai. Et les bénéfices seront multipliés par plusieurs. Et quel pourcentage me reviendra ? Théo s'agita sur sa chaise et son hôte savoura sa confusion. Mentalement, il s'attribue déjà le deuxième point gagnant et s'apprête à proposer ses conditions à son adversaire. Mais Théo se remet soudain rapidement du coup. Il repousse prudemment les couverts. Merci pour l'excellent café. C'était très intéressant et même utile de parler avec vous. Nous ne manquerons pas de répondre à tous vos griefs. Je pense que mes avocats prendront contact avec Louis sous peu et que nous pourrons finaliser tout cela. Maëlle ne s'attendait pas à un tel coup de poing. Mais Théo savoure sa victoire bien méritée. Il avait habilement remis le jeune homme à sa place, lui signifiant qu'il n'était pas le chef. Comme pour l'achever, Théo lui tendit une main moite. « À bientôt, Maëlle. Salue ton père de ma part. » La porte se referme derrière le visiteur, et Maëlle est encore sous le choc de l'ignominieuse défaite. Sa main droite était figée en l'air, comme si cela pouvait l'empêcher d'être touché par une main malveillante. Maëlle avait placé de grands espoirs dans cette rencontre, mais Théo lui avait fait comprendre qu'il ne tiendrait pas compte de son avis. L'irritation débordait en lui, et ne demandait qu'à s'exprimer. Sans le savoir, la secrétaire avait échappé à la main chaude du chef et ouvert la porte sans crier gare. « Maëlle, ta mère a appelé. » Il a poussé un cri. « Adèle, tu travailles ici depuis tant d'années, et tu n'apprends pas qu'il faut frapper d'abord. C'est du moins ce que font les secrétaires normales, » dit la malheureuse en clignant beaucoup des yeux. « Mais vous avez dit vous-même que si c'est urgent, vous pouvez le faire de cette façon. Depuis quand les appels de mes proches sont-ils considérés comme urgents ?» La secrétaire se précipite vers la sortie. Maëlle se sentait envahie par la colère et une peur inexplicable. Il avait déjà éprouvé ce sentiment désagréable à plusieurs reprises, mais il ne parvenait pas à en comprendre l'origine. Il prit 10 grandes respirations, ce qui contribua à ramener son système nerveux à la normale. Et au lieu de la colère, c'est le remords qui commence à le harceler. « Pourquoi ai-je fait du mal à Adèle ? Il faut que j'aille m'excuser, » dit-il à haute voix en ouvrant résolument les portes. Adèle entre un instant. Les yeux de la secrétaire sont rougis par les larmes qu'elle a versées. Et Maëlle a une honte insupportable de son geste sauvage. Il se rapproche de la femme. « Adèle, je vous demande pardon, je ne m'excuserai pas, car un tel comportement est intolérable. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. » La secrétaire sourit de toutes ses forces.
Ce n'est pas grave. Je me suis habituée à beaucoup de choses au fil des ans. C'est vrai? Louis ne m'a jamais crié dessus. L'agressivité qui s'était éteinte vacilla à nouveau à l'intérieur. Mais Maël réprima l'envie de déverser une nouvelle salve de négativité sur la secrétaire. Il ne peut cependant pas résister à ce débordement émotionnel et exprime son mécontentement à son assistante sur un ton de mentor. Adèle, un conseil pour l'avenir. Ne parlez jamais en présence d'un directeur des mérites de son prédécesseur. Je connais bien les qualités de mon père, et je n'ai pas besoin qu'on me les rappelle inutilement. La femme rougit et baisse les yeux. Je suis désolée, je n'avais pas compris que Louis. Je suis désolée, je retiendrai vos remarques. S'apprête-t-elle à partir. Mais Maël l'arrête. Tu as dit que ma mère avait appelé. Oui. Zoé vous a demandé de la rappeler dès que vous seriez libre. Merci, dit l'homme à la réceptionniste d'un signe de tête. Et elle s'éloigne précipitamment. Il décroche son téléphone portable, mais ne compose pas immédiatement le numéro connu. Sa colère, agrémentée d'une grande estime de soi, ne s'était pas encore installée dans son âme. Il voulait vraiment se sentir l'unique propriétaire de l'entreprise. Mais ses subordonnés et ses partenaires lui rappelaient constamment son père, ce qui l'énervait plus que tout. Il murmura à voix haute. « Maintenant, ma mère va dire quelque chose. J'en ai marre de ses parents. Maël, cela fait 2 heures que je n'arrive pas à te joindre. Papa est encore malade, il est à l'hôpital, viens vite. Timéo et Lilou sont là. » Maël ne peut s'empêcher d'être sarcastique. « Maman, tu aurais pu ne pas le dire. Mon frère a un instinct extraordinaire. Il est le premier à arriver pour les fêtes et les enterrements. » Zoé hausse le ton. « Réfléchis à ce que tu dis. Ton ironie n'est pas de mise en ce moment. Père est dans un état grave. Alors je te demande beaucoup. Maman, je suis désolée, je comprends et je promets de bien me tenir. Je serai à l'hôpital dans un quart d'heure. » À son apparition dans la salle d'attente d'Adèle. Mais il a devancé sa question. « Je ne serai pas là avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Reportez donc tous les rendez-vous à demain, ou mieux encore à une autre semaine. » La secrétaire lui demanda d'un air compatissant. « C'est grave pour Louis, apparemment. » « Oui. Maman m'a dit qu'il était aux soins intensifs. » Adèle se couvrit la bouche de la paume de la main, et ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Maël réfléchit. Qu'il aurait aimé, lui aussi, avoir des collaborateurs aussi dévoués que la secrétaire de son père. Certes, il ne voulait pas se souvenir maintenant qu'il avait déjà trouvé une remplaçante pour Adèle. La tension montait à nouveau et les pensées les plus malheureuses l'envahissaient. Mais la principale préoccupation de Maël, ces derniers temps, était de savoir comment son père allait disposer de ses biens. Louis était en mauvaise santé depuis longtemps, mais il l'était encore plus depuis quelques mois, et le fils aîné se rendait compte que le moment était proche où il prendrait la direction de l'entreprise. Il n'a même pas pensé à une autre option. La première personne qu'il a rencontrée à l'extérieur de l'hôpital était son frère. Timéo fumait à l'entrée, ignorant le panneau menaçant qui disait « Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'hôpital. » Maël serra la main de son frère. « Bonjour. Je croyais que tu avais arrêté de fumer. » Timéo détourne le regard. « Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vraiment grave, on ne sait pas encore, mais les médecins arrivent. C'est comme un concilium. Ils décident de ce qu'il faut faire. Dès que maman a appelé, Lilou et moi sommes venus directement. Je sais. J'ai été retardée par Théo. Alors je n'ai pas pu venir tout de suite. » Timéo regarda attentivement son frère. « Tu ne devrais pas t'approcher de lui. Tu connais sa réputation. » Maël coupa brutalement la parole à Timéo. « Je n'ai pas besoin de conseiller. » Le jeune frère se contenta de hausser les épaules. « Comme tu veux. » Les hommes entrèrent dans le grand hall où les femmes attendaient les médecins. Zoé se leva du canapé en voyant son fils aîné, et Maël passa son bras autour de la femme. « Maman, ne pleure pas. Papa a eu plus d'une crise. Il est fort et les médecins de cet hôpital sont les meilleurs. Crois-moi, ça va aller. » « Oh, mon fils, j'ai bien peur que cette fois-ci, ce soit beaucoup plus grave. Maman, ne faisons pas de prédictions. Attendons de voir ce que disent les experts. » L'attente fut longue, même si les minutes paraissaient longues à la famille. Peu après l'arrivée de Maël,
Un groupe en blouse blanche entre dans le hall. Une grande femme s'approche d'eux. « Vous êtes des proches de Louis ?» ?»« Oui. »« Docteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il a mon père ?» Timéo et Lilou se levèrent également de leur siège. Et seule Zoé resta assise à regarder fixement. Le médecin les regarda tous les trois. « Malheureusement, je n'ai rien à vous dire. L'état de votre père est critique. Et le plus triste, c'est qu'il est impossible de l'opérer maintenant. Mes collègues et moi avons donc décidé d'observer votre père jusqu'à demain matin. Puis nous déciderons de la marche à suivre. » Timéo demanda. « Avons-nous le droit de le voir ?» Le médecin le regarde avec jugement. « Jeune homme, la moindre perturbation peut avoir des conséquences tragiques. Une visite est donc hors de question. Si le patient se sent mieux demain matin, nous pourrons peut-être autoriser une courte visite. D'accord, nous attendrons demain matin. » Le médecin haussa les épaules. « Pourquoi se torturer ? Nous devrions rentrer chez nous. » Et de nouveau, les secondes et les minutes s'égrènent, s'étalant lentement dans l'espace. Maël était nerveux et sortait souvent en courant. À l'odeur du tabac dans son haleine, Joé comprend qu'il suit l'exemple de son demi-frère. Mais la femme jugea inopportun de réprimander son fils dans une telle situation. Elle se contenta de les mettre en garde tous les deux. « Les garçons, arrêtez de vous empoisonner. Ça n'arrangera rien pour votre père. » À l'extérieur des fenêtres de l'hôpital, le crépuscule commençait à s'estomper, lorsque le grand médecin réapparut. « Entrez tranquillement. Mais je ne vous laisserai pas plus de 2 minutes dans le service. » Ils enfilèrent des blouses et des couvre-chaussures et suivirent le médecin dans la salle. Le visage de Louis est méconnaissable. Une pâleur bleutée recouvrait ses pommettes et son front. Son nez et son menton étaient nettement dessinés. Maël respire l'air imprégné de médicaments, et dans le mélange, il perçoit l'odeur de la mort. Le père fit signe à ses fils de s'approcher, d'une voix faible mais assurée. « Les gars, je sais que vous ne vous êtes pas bien entendus, mais oubliez vos querelles, aidez-vous les uns les autres et ne faites pas de mal à votre mère. L'avocat a tous les documents. Je les ai préparés à l'avance. Je veux que tout soit juste, » dit l'homme en fermant les yeux et en respirant bruyamment. Les traits de son visage se sont encore accentués, et les fils ont compris qu'il s'agissait de la dernière admonestation de leur père. Le médecin chuchota. « C'est ça, allez-y. » Les frères virent leur mère se pencher sur leur père. Ils sortirent dans le hall, où la femme de Timéo était également assise seule. À l'expression des visages des frères, Lilou comprit qu'il n'y avait rien de bon à attendre. Le poids de la catastrophe imminente pesait sur son esprit, et elle ne voulait pas parler. Quelques minutes plus tard, Zoé sort. Elle s'enfouit dans la poitrine de son fils aîné et fond en larmes. « Comment allons-nous vivre sans Louis ?» Le médecin regarda les parents avec sympathie. Mais elle ne put rien faire pour les soulager de leur chagrin. Louis, lui aussi, a clairement compris que son temps dans le monde touchait à sa fin. Mais l'occasion de dire au revoir à ses proches l'a soulagé. Et il se remémore à présent tous les événements importants de sa longue vie. Louis avait grandi comme un enfant tranquille, mais c'était comme s'il avait été remplacé. Il avait peur de se battre si quelqu'un n'osait offenser un faible devant lui. C'est pourquoi ses parents venaient souvent à l'école. Mais son père ne grondait pas son fils. Il lui fait seulement une fois une remarque désobligeante. « Louis, c'est bien que tu prennes la défense de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais n'oublie pas que cette galanterie n'est pas toujours justifiée. D'ailleurs, toi aussi, tu pourrais un jour être battu au point d'oublier ta mère. » Léna n'apprécie pas que son mari soit si indifférent au comportement scandaleux de son fils. Elle exige qu'il prenne des mesures plus sévères et dit à son fils « Tu finiras par balayer les rues pour le restant de tes jours. » Louise accepte la critique de sa mère en souriant. « Maman, c'est bizarre que tu me donnes un tel avenir. En quoi ton fils est-il pire que les autres? Tu me demandes ça? As-tu besoin de plus que les autres? Maman, je suis pour la justice. Quand tu auras un mauvais bulletin scolaire et que tu ne pourras pas entrer à l'institut, tu sauras ce qu'est la justice. » Malgré son tempérament bouillant, Louis étudie bien. Il rêve depuis l'enfance d'une carrière d'officier et est sûr d'entrer dans une école militaire. Mais sa mère a raison. La caractéristique n'est pas au rendez-vous. Il est trop tard pour choisir un autre établissement d'enseignement. Et son père s'arrange pour que son fils travaille à l'usine où il travaille lui-même. Rien, Louis,
Une telle pratique est utile. L'année prochaine tu postuleras à nouveau. Mais ces projets ne sont pas destinés à se réaliser. Car au printemps, il reçoit une convocation du centre d'enrôlement militaire. Sa mère est très inquiète. Louis attendait l'armée. Les craintes de sa mère ne la quittent pas, et Louis, après 3 mois d'entraînement, part avec d'autres garçons pour l'endroit le plus chaud de la planète. De plus, ils n'ont même pas été prévenus du lieu de leur futur service. Ils ont simplement reçu l'ordre de se rassembler le soir et de s'aligner sur la formation. Pendant plusieurs jours, ils ont voyagé en train, puis en voiture à travers le désert. Ce n'est qu'à ce moment-là que les recrues ont compris où elles allaient devoir passer à l'école du courage. Sur la route, Louis rencontre Léon. Cet homme plein d'humour est l'âme de la compagnie et divertit les combattants avec des anecdotes. Ce n'est qu'à la fin du voyage, alors qu'ils se trouvaient sur le territoire d'un État ami, que Léon leur fit part de ses inquiétudes. « Tu sais, Louis, je n'ai pas peur de la mort, mais c'est juste dommage qu'il n'y ait personne pour me pleurer. » Cet aveu du jeune homme de 20 ans touche Louis au plus profond de lui-même. « Quoi? Tu n'as personne du tout? » ?»« Non, j'ai grandi dans un orphelinat. Je sais seulement que ma mère m'a déposé à la porte de l'orphelinat en hiver. C'est ce que les nounous m'ont dit. Heureusement qu'elle m'a enveloppé dans une couverture. Mais qu'est-ce que ça peut faire que je sois mort à ce moment-là, que je sois tué maintenant, Léon? Tu ne peux pas être dans cet état d'esprit. Finissons-en. Tout ira bien. » Louis a dû parler de manière convaincante, car Léon s'est vraiment repris en main après cette conversation. L'amitié entre les deux jeunes gens se renforce de jour en jour, et après leur première rencontre difficile, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade dont ils sont sortis vivants grâce à la ruse de Léon, les jeunes gens se sont encore rapprochés. Pendant 2 ans, les amis ont dû regarder la mort dans les yeux plus d'une fois, mais ils ont eu une chance inouïe. La compagnie leur donne même un surnom, un couple de conspirateurs. Tous ceux qui ont dû se trouver dans les points chauds savent qu'à la guerre, un jour vécu équivaut à 1 mois. Et tous les combattants ont hâte de rentrer chez eux. Léon et Louis rêvent eux aussi d'une vie paisible. Louis, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me marie tout de suite. Léon, mais il faut d'abord trouver une épouse. Quoi? Tu crois que je suis allé à l'infirmerie pour rien? Attends. Comment se fait-il que je ne me sois pas rendu compte tout de suite que tu ne traînais pas là pour rien? Et elle, c'est qui? Camille ou Léa? Léa. Louis vit son ami rougir pour la première fois. Il ne se moqua pas de lui, mais lui dit avec compréhension. Oui, tu as dû être très blessé. J'ai été blessé, mais j'ai peur qu'elle dise non. Eh bien, ne tarde pas, ou quelqu'un te volera la fille sous le nez. Léon n'a pas eu le temps de dire à la jolie infirmière ce qu'il ressentait, car l'infirmerie a vite été démantelée. L'homme se lamente sur son indécision. Quel imbécile je fais! Où vais-je trouver Léa maintenant? Léon, tu trouveras une autre fille. N'importe quelle fille épouserait volontiers un tel héros. Je ne veux pas d'une autre fille. Tu comprends? Louis aurait été heureux d'aider son ami, mais il ne savait pas comment. Léon avait tenté à plusieurs reprises de trouver l'adresse de la jeune fille disparue, mais il était impossible de connaître les coordonnées des domestiques. Je la retrouverai de toute façon. Cette promesse ressemblait à un serment. Louis était persuadé que son camarade la tiendrait. Les amis avaient décidé, avant même la mobilisation, de ne pas se séparer. Léon, je me suis tellement habitué à toi depuis 2 ans. Allons-nous continuer à avancer ensemble dans la vie? Cela ne me dérange pas. Au moins tu as un endroit où te poser. Mais je n'ai rien. Après l'orphelinat, je suis allée à l'école. Au moins il y avait un dortoir. J'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai été incorporée dans l'armée. Mon ami, comment de telles bagatelles peuvent-elles nous arrêter? Nous resterons chez moi pour la première fois. Mes parents n'y verront pas d'inconvénient. Puis nous te trouverons un travail et un logement. Tu pourras même travailler dans l'usine de ton père, encouragé par ses projets. Les jeunes gens sont retournés dans leur pays. Mais en 2 ans, le pays a beaucoup changé, et les gens sont également devenus différents. Ces changements, que l'on entendait sur tous les écrans de télévision, ont également touché la famille Louis. Le soldat démobilisé ne reconnaît pas ses parents. La mère, toujours judicieuse, a l'air d'un commis de marché scandaleux,
et son père passe des journées entières dans le découragement. Nicéphore rencontre son fils sans grande joie. Notre usine est sur le point de fermer. Ils ont fermé notre magasin il y a 2 mois. Ils disent que ce n'est pas rentable. Alors ta mère et moi, on est là à réfléchir. Pendant ce discours pessimiste de son mari, Léna prépare le dîner avec les maigres provisions. Nous devons être patients pendant un certain temps. Et tout changera. Le chef de famille se contente de faire un signe de la main. Seul un idiot croirait les promesses vides de ceux qui ont commencé. Léna, utilise ton cerveau. Tu n'es pas une femme stupide et tu dois te rendre compte que tous ces changements nous mèneront à la ruine. Les jeunes n'ont pas tout de suite mesuré l'ampleur de ces changements. Ils eurent d'abord l'impression d'être dans le miroir et qu'il fallait faire un pas pour revenir à l'endroit où tout était familier et connu, mais personne ne savait de quel côté faire ce pas. Léon vient de passer la nuit chez un ami et se prépare. Louis, je m'en vais. Tu as du mal à rester ici sans moi. Mais son camarade l'interrompt. Ne t'invente pas. C'est toujours plus dur tout seul. On était d'accord pour se serrer les coudes. Léna soutient son fils. Léon, ne pars pas. Tu ne nous gênes pas du tout. Et Louis a raison. Tu ne peux pas le faire seul ce soir. Léon reste donc, mais il décide de ne pas s'accrocher au cou de ses hôtes. Dès leur retour, les garçons se mirent à la recherche d'un emploi. Mais ils ne trouvèrent rien d'autre qu'un emploi de chargeur à la gare. En ces temps troublés, même un tel emploi était considéré comme un bonheur. Le salaire était à la pièce, ce qui convenait aux garçons, mais agaçait les autres hommes de la brigade. Vous avez besoin de plus que les autres, après l'enfer afghan? Les amis n'avaient pas peur de telles attaques et répondaient hardiment aux mécontents. Oui, nous voulons vivre normalement, alors nous essayons. Une telle réponse n'a pas plu à certains membres du collectif de travail, qui se composait principalement de cadres à la biographie brillante. Le contremaître lui-même les a un jour mis en garde. Les gars, vous devriez faire attention à ces salauds. Presque chacun d'entre eux a un couteau dans sa poche. Les gars ont remercié l'homme pour l'avertissement. Et l'homme a dit avec regret, « Si j'avais tous les gars comme vous dans ma brigade, je serais heureux. » Mais quand on est entouré d'anciens détenus, ce n'est pas seulement du travail, c'est aussi effrayant. Apparemment, quelqu'un a entendu cette caractéristique peu flatteuse et a décidé de remettre le contremaître à sa place. L'épreuve de force a été organisée par des camarades particulièrement turbulents alors que le déchargement des wagons touchait à sa fin. C'est le contremaître qui dirige le processus. Les hommes, faisons encore un peu d'effort et nous pourrons rentrer chez nous. Un camarade zélé s'insurge. Commandant, nous allons d'abord nous calmer, puis nous terminerons le travail. Le contremaître a répondu calmement. Non. Finissez d'abord le travail. Et ensuite vous aurez l'argent. Vous connaissez les règles et je ne les changerai pas. Et nous vous obligerons. Plusieurs hommes actifs commencent à entourer le contremaître. Apparemment, Maël espérait le soutien des autres. Mais Léon et Louis prirent la défense du patron. Les hommes, arrêtés. Il n'y a plus grand-chose à faire. Finissons le travail et partons chacun de notre côté. L'intercession des 2 hommes n'est pas du goût de la foule agitée, qui se jette sur eux sans crier gare. Mais, apparemment, la foule ne s'attendait pas à une telle répulsion de la part des jeunes. En moins d'1 minute, les principaux instigateurs se tordent de douleur sur le sol. Les autres se dispersent. Lorsque tous se sont dispersés, le brigadier s'est approché d'eux. Les gars, merci beaucoup. Mais vous feriez mieux de ne pas revenir ici. Ces gens ne pardonneront pas l'humiliation et vous attendront au coin de la rue. L'homme commença à écrire rapidement quelque chose dans son carnet. Vous venez de sortir de l'armée? Louis lui répondit. Oui. Il y a presque 15 jours. J'étais en Afghanistan. Le contremaître a deviné. Pouvez-vous le dire? C'est visible. Vos visages sont bronzés et c'est presque l'hiver. J'ai travaillé dans les forces de l'ordre. Je suis parti, mais j'ai conservé mes compétences professionnelles. Je vous ai écrit une adresse. Allez-y, dites-leur que c'est de la part de Stéphane. Le contremaître les a payés généreusement et leur a souhaité bonne chance. Les amis ont donné tout l'argent qu'ils avaient gagné à Léna le soir même, ce qui lui a fait très plaisir. Le lendemain matin, ils se rendent à l'adresse indiquée par le contremaître. Ils furent très surpris de se retrouver à la porte d'une pièce semi-souterraine,
dont l'entrée portait une pancarte protection de la vie et des biens écrites à la main. Bien que le bureau ne soit pas très présentable, les garçons n'ont pas le choix. Ils ouvrent résolument la porte et se retrouvent dans une petite pièce avec un seul bureau, derrière lequel un jeune homme d'environ leur âge est assis fièrement. Ils se réveillent aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a ? Nous venons de la part de Stéphane. Il a dit que vous nous aideriez dans notre travail. » Le maître du bureau se réjouit. « Oh, si c'est Stéphane lui-même qui vous a recommandé, je suis bien obligé de vous aider. Avant, nous travaillions ensemble à la lutte contre la criminalité. Mais quand les choses ont changé et que les anciens criminels ont commencé à régner, nous avons quitté les agences. J'ai décidé de me mettre à mon compte. » S'esclaffe soudain le propriétaire de l'agence. « Vous n'avez pas idée de la folie qui règne dans ce monde. J'avais l'habitude d'attraper des bandits et maintenant, je les garde pour beaucoup d'argent. J'ai proposé à Stéphane de me rejoindre, mais il a refusé. Il a dit qu'il n'avait pas le sens moral pour s'abaisser à ce point. Et moi, je pense que quand on n'a pas de quoi nourrir sa famille et qu'on veut manger, on peut cracher sur toutes les conventions. » Les amis étaient tout à fait d'accord avec le nouveau patron, qui a demandé à ce qu'on l'appelle par son prénom, Julien. Après l'embauche, la vie des gars s'améliore peu à peu. Les gains permettent de louer à Léon un appartement confortable et les relations l'aident à trouver l'amour, Léa. Mais Louis a une longueur d'avance sur son ami en ce qui concerne le mariage. Et il a même réussi à avoir un fils. Lorsque Léon lui fait des reproches en plaisantant, il lui dit: « Louis, tu es dans une telle situation que tu n'as pas le choix. Louis, tu es tellement pressé de vivre que je n'arrive pas à te suivre. » Son ami lui a également répondu joyeusement: « J'ai décidé de prendre de l'avance, au cas où. J'ai décidé de prendre de l'avance, juste au cas où, parce que tout peut arriver dans cette vie, il faut profiter au maximum de chaque jour. » Après l'Afghanistan, l'intuition de Louis s'est aiguisée et il a appris à anticiper le prochain coup du sort longtemps à l'avance. Il a senti à l'avance que lui et son compagnon devraient chercher un nouvel emploi. Mais Léon n'a rien dit. Pendant plus de 5 ans, l'entreprise prospère. Les clients ne manquaient pas. Julien avait même pu louer un bureau plus décent. Le personnel s'est également étoffé et l'entreprise est promise aux plus belles perspectives. Mais un camarade des anciennes forces de l'ordre a décidé de neutraliser le concurrent. D'abord, Julien est dénoncé par un plaignant inconnu qui reproche à ses employés d'outrepasser leur autorité. Puis l'entreprise est perquisitionnée par des représentants des services financiers, qui révèlent d'énormes dettes en cours de paiement. Mais Julien est parti à temps pour un autre pays. L'entreprise est déclarée en faillite et tous les employés se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Léon et Louis vivent très douloureusement un nouveau revers. « Léon, qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Je suis endetté. Je dois payer le loyer et la voiture. Emma, elle grandit. Il faut le nourrir et l'habiller. » Un ami éloigne Louis. « Pourquoi tu paniques ? Tu n'es pas le seul dans cette situation. Au fait, moi aussi j'ai une famille. Et un fils qui grandit, c'est quand même bien que Léa travaille. Mais quel est le salaire d'une infirmière ? Une chose est sûre, il faut chercher un autre emploi. Bon, on a de l'expérience dans le déchargement des wagons. Pourquoi on ne reprendrait pas l'équipe de Stéphane ? Non, c'est hors de question. Il faut trouver autre chose. Léon, qu'est-ce qu'on va trouver si on ne sait rien faire ? Tout ce qu'on sait faire, c'est mettre l'ennemi à terre. Léon regarde Louis comme un professeur regarde un élève. Louis, tu as raison. Ces spécialistes sont toujours recherchés. Louis se figea au milieu de sa phrase, car la perspective d'aller dans un endroit où il y avait à nouveau une guerre le terrifiait. Mais Léon demanda d'une voix toujours égale: « Si vous avez d'autres options, proposez-les. Comprenez que nous n'avons pas d'autre choix. » Ils ont dit à leurs femmes qu'ils allaient travailler à tour de rôle et ont signé eux-mêmes un contrat. Avant leur départ, ils ont reçu une avance substantielle. Une clause du contrat garantissait un paiement substantiel à la famille en cas de décès. C'est un point très important, qui a joué un rôle décisif dans la conclusion du contrat pour 2 ans. Bien sûr, il était impossible de comparer l'expérience antérieure du service avec la nouvelle mission, car ils étaient devenus de véritables professionnels. Mais ils n'avaient pas le choix. Et ils essayaient de ne pas être héroïques pour rester en vie.
Lorsque le contrat arriva à son terme, les amis commencèrent à faire des plans pour l'avenir, selon la vieille habitude, l'initiateur de l'idée étant toujours Léon. Louis, je me suis dit qu'il ne fallait pas jeter notre argent par les fenêtres, mais l'investir dans quelque chose de rentable. Léon, j'y ai pensé aussi, mais il y a des risques énormes, et il ne faut pas échouer, parce que nos gens sont entreprenants. C'est pour cela que tout est réglé depuis longtemps. Je suis d'accord, il y a des risques. Mais il est possible, par exemple, de s'unir avec ceux qui ont déjà de l'expérience. Louis n'aime pas cette idée. Oui. Et nos partenaires nous baiseront à la première occasion. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais Léon suggère soudain une idée qui n'avait jamais traversé l'esprit de Louis. Tu penses petit, Louis. Et tu as complètement oublié tes parents. Le garçon ne comprend pas tout de suite où son ami veut en venir. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai oublié? Je leur écris dès que je peux. Et j'envoie aussi un message à Zoé et à Maël. Léon sourit. Mon pote, ce n'est pas ce que je veux dire. Tes parents se sont bien adaptés au nouveau système de valeurs. Et ils tiennent plutôt bien le coup. Louis soupire. Tu veux dire qu'on devrait aussi ouvrir un magasin et vendre des trucs? On pourrait commencer par là. Mais le commerce serait plus fructueux si on permettait aux clients de manger sur place, confortablement. Quelque chose comme une cafétéria? Eh bien, oui. Louis réfléchit longuement, puis s'exclame. Léon, tu es un génie. Pourquoi n'ai-je pas des pensées aussi intelligentes? Parce que tu penses petit et que tu as besoin de repousser un peu les limites. Les jeunes sont enthousiasmés par cette nouvelle idée et ébauchent même un plan minimum pour l'avenir proche. Mais l'inattendu se produit. Juste avant la fin de leur contrat, leur convoi tombe dans une embuscade. Léon et Louis avaient eu diverses missions au cours de leur service, mais ils avaient surtout escorté du matériel humanitaire. Ce jour-là, ils voyagent eux aussi en tête de convoi quand soudain, devant eux, un obus explose, puis un autre. Des cris fusent de toutes parts et les gens se dispersent à la recherche d'un abri. Les amis se sont également précipités pour quitter la voiture, qui était figée sur place. Mais quelque chose a explosé juste devant eux, et le monde s'est assombri. Louis n'a pas dû rester longtemps inconscient, car lorsqu'il ouvre les yeux, le brouillard ne s'est pas encore dissipé. Il n'entendit rien et tenta de se lever, mais s'effondra immédiatement sur le sol. C'est alors que des bruits extérieurs se firent entendre et que l'homme entendit distinctement quelqu'un respirer à voix basse tout près de lui. Louis se retourna difficilement et vit les yeux de Léon. Mais il y avait un abîme cosmique dans son regard. Il se mit à secouer son ami. Léon, tiens bon, ne t'avise pas de mourir. Toi et moi avons encore tant à faire. Les médecins vont arriver et nous t'emmènerons à l'hôpital. L'ami blessé sourit faiblement et murmure. Louis, prends soin de ma famille, s'il te plaît. Les yeux de Léon fixaient toujours le ciel bleu, mais il n'y avait plus la moindre étincelle de vie. Louis secoua le corps inerte de son ami et cria. Ne pars pas, Léon. Ce n'est pas juste. Des inconnus apparaissent à proximité et éloignent Louis du corps de son ami. Des cris fusent de toutes parts et Louis s'évanouit à nouveau. Lorsque Louis revint à lui, il y avait des murs blancs tout autour. Une voix de femme se fit entendre quelque part au loin. Il est réveillé. Kevin, notre patient a repris connaissance. Louis ouvrit difficilement les yeux et, à travers le voile savonneux, vit au-dessus de lui le visage d'un homme inconnu portant des lunettes. Vous êtes des anges? Un rire se fait entendre. Vous pouvez même faire des blagues. C'est une très bonne chose. Non, il est un peu trop tôt pour que tu traînes avec des anges. Vis dans ce monde. Louis a passé près de 3 mois à l'hôpital. À sa sortie, le même médecin à lunettes lui dit « Vous avez de la chance. Votre corps entier était criblé d'éclats d'obus. Il nous a fallu beaucoup de temps pour vous débarrasser de tout le fer. Mais il restait un mauvais morceau. Nous ne pouvions pas l'enlever car il y avait un risque énorme. L'homme a vécu avec ce morceau d'obus pendant plus de 20 ans. Il croyait qu'il vivrait aussi longtemps. Mais cela n'a pas fonctionné. Louis a senti quelque chose de chaud et de chair lui toucher la main. Il murmura « Zoé, c'est bon de t'avoir avec moi. » Il voulut dire qu'il aimait beaucoup sa femme. Mais une force inconnue le souleva et l'emporta quelque part. Aussitôt, il se sentit si léger et si bien qu'il eut envie de chanter. Mais soudain,
Le vol fut interrompu, et Louis se retrouva dans un endroit inconnu, où tout était vert et où les oiseaux chantaient. Son ami Léon ne venait pas vers lui, mais flottait lui aussi au-dessus du sol. Eh bien, Louis, nous sommes de nouveau réunis. Je t'attendais. Zoé pleure en silence. Ses larmes coulent sur la robe de chambre blanche qu'elle a jetée sur ses vêtements. Elle sentit la main forte de son mari se refroidir lentement, et elle fit mentalement ses adieux à la personne la plus chère de sa vie. Une infirmière s'est approchée. Il est mort. Veuillez accepter mes condoléances. La femme se rend compte qu'elle doit quitter le service. Elle se tourne vers la jeune fille en blouse blanche. Merci de nous laisser lui dire au revoir. Timéo et Lilou l'attendent dans le hall. Ils n'ont pas pris la peine de demander quoi que ce soit, car ils ont tout compris à l'expression du visage de la jeune femme. Joé fait le tour de la grande salle et dit d'une voix fatiguée. « Emmaël n'a jamais attendu ?» Timéo s'empressa d'expliquer l'absence de son frère. Maël a reçu un appel, et il a dit qu'il avait une affaire urgente. Maman, ne lui en veux pas. Après tout, la vie continue, et les vivants ont leurs propres soucis. Timéo essaya de ne pas regarder sa mère. Il avait honte de son frère, mais il n'était pas opportun de parler du comportement de Maël dans un moment pareil. Lilou repassait le linge et surveillait Adélard qui jouait avec un jeu de construction posé sur le sol. Au regard tendu de son fils de 5 ans, la femme comprend qu'il ne va pas très bien. « Adélard, je peux t'aider ?» Le bambin, qui ne quitte pas l'affaire des yeux, marmonne. « Je vais le faire moi-même. »« D'accord, je ne te gênerai pas. Mais si quelque chose ne va pas, il ne faut pas refuser de m'aider. Papa sera bientôt là. Il te donnera des conseils sur la façon d'assembler les choses correctement. Dis-moi au moins ce que tu construis. Une école. Ouah. Tu aurais peut-être dû commencer par une petite maison, maman. Tu as oublié? J'ai déjà fait une petite maison et maintenant, je veux une école avec une piscine. Allez. Adélard souffla longtemps, puis détruisit soudain la structure inachevée. Je n'y arrive pas. Lilou éteint le fer à repasser et s'accroupit à côté de son fils. Ça ne marche pas parce que tu es fou. Reposons-nous un peu et ensuite nous construirons ton école ensemble. C'est d'accord? Le garçon regarda attentivement sa mère. Tu ne mens pas? La femme est surprise. Adélard, est-ce que papa et moi t'avons déjà menti? Oui. Tu as promis qu'on irait au zoo. Je vois. Tu t'es vexé contre nous. Mais il y avait une bonne raison et nous avons dû reporter le voyage. Je sais. Grand-père est mort. C'est une bonne raison? Oui. Mon fils, et qui t'a parlé de grand-père? Oncle Maël. Il m'a dit que grand-père Louis était mort et que la douceur de vivre était terminée pour nous. Maman, c'est quoi la douceur de vivre? C'est quand un homme mange beaucoup de bonbons et boit de la limonade? La déclaration de son fils laisse la femme perplexe et elle réfléchit à la manière de lui répondre pour qu'il comprenne. Non, mon fils, c'est un peu différent. Allons à la cuisine et aidons-moi à préparer le dîner. Papa va bientôt rentrer du travail. Le fait de reporter l'attention du bébé sur un autre objet a toujours aidé la jeune mère à se sortir de situations difficiles. Adélard aimait plus que tout au monde être coincé dans la cuisine et accepta volontiers la proposition de sa mère. Le bébé observe Lilou d'un regard fasciné et fait ses petites courses avec une joie non dissimulée. Il oublie vite ce que lui a dit l'oncle Maël. Lilou s'occupe automatiquement de ses tâches habituelles et pense à tout ce qui se passe dans la famille. Après la mort de Louis, le demi-frère de son mari a perdu toutes les convenances. La première chose qu'il fit fut d'écarter Timéo de la société. Maël l'a fait en public et de manière humiliante. Mais Timéo est resté digne et a quitté l'entreprise la tête haute. Maintenant, Maël exige de quitter l'appartement que le père de son mari leur a donné. C'est ce qu'il avait laissé entendre il y a quelques jours à Lilou, rencontré par hasard dans un centre commercial. L'héritier légitime, comme Maël s'était qualifié, avait mis en émoi les adultes de la famille. Et maintenant, ils s'en prenaient à leur petit garçon. Cette circonstance mettait la jeune femme en colère plus que toute autre chose. Les pensées malheureuses de Lilou furent interrompues par son mari, qui cria joyeusement depuis le couloir. « Y a-t-il des vivants dans cette maison ?» Adélard se précipite pour saluer son père. « Papa, j'aide maman à faire la cuisine. » Timéo rit. « Mon fils, maintenant, je vais t'aider aussi.
Je vais juste me laver les mains. Lilou avait appris à détecter à distance les humeurs de son conjoint. Et maintenant, elle se rendait compte que sa gaieté était feinte. Lorsque Timéo entra dans la cuisine, la femme l'embrassa sur la joue et lui demanda doucement « Comment vas-tu ? Tu as trouvé quelque chose ?» L'homme répondit évasivement « J'ai essayé, mais ce n'est pas si simple. Parlons-en après le dîner, je ne veux pas me couper l'appétit. » Vous avez raison. Pendant un certain temps après l'enterrement de Louis, le couple a essayé d'éviter de discuter de la répartition injuste de l'héritage du défunt. Quelques semaines plus tard, les frères se sont présentés devant un avocat pour se faire lire le testament. Joé était également présente lors de cette procédure. Mais lorsque l'avocat a lu toutes les clauses du document, elle n'a pas caché sa surprise. Ce n'est pas possible. Louis lui-même m'avait dit avant sa mort qu'il l'avait ordonné de manière à ne froisser personne. Mais il s'avère que l'entreprise et tout le reste revient à Maël. Et Timéo n'aura que l'appartement, remarque l'aîné avec un sarcasme non dissimulé. C'est vrai, maman. Après tout, je suis le fils légitime, et Timéo ne l'est pas. Ne dis pas cela. Papa a traité Timéo comme son propre fils. Maël interrompt sa mère. Mais quand même, au dernier moment, papa a décidé de faire ce que la loi exigeait. Et Timéo n'a pas à se plaindre. Et je pense qu'il devrait être reconnaissant à notre famille pour tout ce que nous avons fait pour lui. Timéo, ai-je raison? Timéo n'en pouvait plus. Mais il se rendit compte que son demi-frère le provoquait à dessein et garda son sang-froid. Par respect pour la mémoire de Louis, je ne parlerai pas grossièrement. Mais toi, Maël, tu ne t'attribues pas les mérites des autres. Personnellement, tu n'as rien fait pour moi. Oh, mon frère, si tu nies toi-même que je t'ai bien traité, alors j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. Mais pas maintenant, car la mémoire de mon père est sacrée pour moi aussi, dit Maël en mettant délibérément l'accent sur le mot mon. L'avocat entend sans intervenir dans la querelle des frères. Mais il y a quelque chose dans son comportement qui déplaît fortement à Zoé. N'avez-vous pas commencé à vous battre pour l'héritage trop tôt? Après tout, la loi dit qu'il faut attendre 6 mois. Timéo interrompt la femme. Maman, je ne vais pas gâcher ma vie en me battant pour un héritage. Ma famille est bien plus importante pour moi. Timéo est parti sans dire au revoir à personne, ce qui n'a pas échappé à l'héritier en chef. Je pensais qu'il allait me demander humainement de le garder dans l'entreprise. Et il est dégueulasse. Zoé prend la défense de Timéo. Maël, tu ne détestes pas t'écouter? Pourquoi humilies-tu ton frère? Et Timéo a raison sur beaucoup de choses. Et je le soutiens. L'homme hurle. Maël, arrête de l'appeler mon frère. Il n'y a aucun lien de parenté entre nous, et je me fiche complètement de la façon dont Timéo va arranger sa vie. Zoé ne dit plus un mot. Elle se rendit compte qu'il était inutile de parler à un homme possédé par une haine incompréhensible. Par expérience, elle pensait qu'avec le temps, le désaccord se résoudrait et que les frères trouveraient une solution qui conviendrait aux deux parties. Elle quitte le cabinet sans même se retourner. L'âme de Zoé est remplie d'inquiétude et elle décide de consulter Lilou, la femme de Timéo. La belle-mère raconte à sa belle-fille les détails de la conversation et ajoute à la fin. Maël était un enfant difficile à vivre. Peut-être que son tempérament l'empêche de trouver une compagne. Peut-être est-il furieux d'être seul. Lilou ne dit rien sur le moment. Mais elle pensa que sa belle-mère avait raison. Il était insupportable de vivre avec un tel homme. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était que Maël s'en était pris à la famille, après la mort de son père. On aurait dit qu'il avait une soif de vengeance insatiable. Après le dîner, elle décide de faire part de ses inquiétudes à son mari. « Timéo, je n'aime pas tout cela. Nous devrions peut-être partir d'ici. Lilou, je ne peux pas laisser maman avec Maël. Il ne se venge pas seulement de moi, il se venge d'elle aussi. Et d'où lui vient cette colère? Il me déteste depuis que je suis toute petite. Je n'étais qu'un enfant quand mon père est mort. Mais je me souviens très bien comment Maël m'a rencontré. Il m'a donné du jus de poivre. J'ai failli mourir, j'ai dû appeler une ambulance. Mon père a bien sûr réprimandé Maël, mais cela l'a encouragé à faire encore plus de choses. Son mari n'avait jamais parlé du comportement enfantin de son frère et la femme est horrifiée. Quelle sauvagerie! Pauvre de toi, que de choses tu as dû endurer. Oui,
J'ai beaucoup souffert. Mais je n'aime pas m'en souvenir. Bien sûr, j'ai toujours été attristée par mes mauvaises relations avec Maël. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de changer les choses. Mais cela ne peut pas se faire unilatéralement. Beaucoup de gens ne s'entendent pas bien, même avec leurs frères et sœurs quand ils sont enfants, et il y a de nombreuses raisons à cela. Mais je ne comprends pas pourquoi Maël se comporte ainsi maintenant, car il a déjà tout hérité par testament. Qu'est-ce qui lui manque? Lilou, je ne comprends pas moi-même. Je ne voulais pas te le dire. Mais j'ai l'impression que mon frère est déterminé à me détruire personnellement. Timéo, c'est pour ça qu'il faut partir. Pense à Adélard. Imagine que Maël a déjà dit à l'enfant qu'il nous jetterait à la rue. Cette nouvelle prit l'homme au dépourvu, et il resta un moment à regarder la fenêtre en silence, comme s'il rassemblait ses pensées. Lilou savait qu'il valait mieux ne pas déranger son mari dans ces moments-là. Après une courte pause, Timéo dit pensivement, « Il ne pourra pas nous jeter à la rue. Tous les documents pour cet endroit sont en règle. Mais même si quelque chose arrive, nous avons l'appartement de mon père. Je m'inquiète plutôt pour autre chose. » Lilou regarde son mari droit dans les yeux. « Tu crois qu'il y a aussi un problème avec le testament ?» Timéo détourne le regard. « Je ne sais même pas quoi penser. » Mais dans les dernières heures de sa vie, Père s'est souvenu et nous a parlé. Il a dit qu'il avait pris une juste disposition pour nous, mais le contenu du testament raconte une autre histoire. Lilou entoura son mari de ses bras. « Timéo, ne te vexe pas. Mais Maël a raison sur un point. Il est fils du pays et donc héritier légitime. Et je n'exclus pas que Louis ait pensé à cela lorsqu'il a parlé de justice. Lilou, je me fiche en principe de cet héritage. Laissons Maël jouir de sa richesse. Timéo. Mais toi aussi tu as beaucoup investi dans l'entreprise. N'est-ce pas dommage? » Timéo ne voulait pas avouer à sa femme qu'il était mécontent de tout ce qui se passait ces derniers temps. Il ne voulait pas non plus lui dire que son demi-frère lui réclamait l'argent que son défunt père lui avait donné gratuitement pour acheter une voiture et un appartement. « Lilou, je pense rendre visite à maman demain. Veux-tu me tenir compagnie? Tu peux aussi emmener Adélard. Grand-mère sera certainement contente d'avoir un invité comme ça. Timéo, tu es bon. Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais demander à Zoé. Je veux aussi lui poser des questions. » Cette conversation a permis de clarifier les choses et de calmer un peu le couple. Avant d'aller se coucher, Lilou jeta un coup d'œil dans la chambre de son fils et lui souhaita mentalement de faire de beaux rêves. Avant de s'endormir, elle se dit qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir un mari comme Timéo, car les personnes aussi sincères et fortes que Timéo étaient rares. Zoé décida de prendre des nouvelles de son fils aîné. Elle connaissait bien les affaires de l'entreprise, car elle avait été longtemps comptable. Mais la maladie de son mari l'obligeant à être toujours auprès de lui, elle a dû quitter son emploi favori. La femme n'a pas pris la peine de prévenir Maël de sa visite. Elle est entrée avec assurance dans la salle d'accueil et a failli heurter la réceptionniste. « Adèle, je suis contente de vous voir. » Le chef est là. Le secrétaire regarde autour de lui d'un air confus et ne répond pas tout de suite à la question de la mère du chef. « Oui, il est là. Mais il a Théo dans son bureau. » Zoé fut surprise, car son défunt mari n'avait pas trop regretté cet homme. « Je me demande ce que cet aventurier est venu chercher. » Adèle marmonna à nouveau quelque chose d'incohérent. Cette léthargie inhabituelle de la secrétaire toujours énergique alarma la veuve. Elle s'approche d'elle et scrute son visage. « Adèle, qu'est-ce que tu as? Vous n'avez pas l'air d'être vous-même aujourd'hui. » La secrétaire ne se retient pas et fond en larmes sur l'épaule de Zoé. « Maël m'a licenciée. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Il a déjà pris une nouvelle secrétaire. Tiens, j'ai déjà fait mes valises. Ne pleure pas, Adèle. Je vais essayer de régler ça tout de suite. » Elle ouvre la porte sans frapper. Maël sursaute de surprise. « Maman, toi, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Théo sursaute lui aussi sur sa chaise et sort précipitamment des papiers de la table. Il jeta un coup d'œil craintif autour de lui et dit « Maël, je pense que nous devrions reporter cette conversation à un moment plus opportun. Je ne vous dérangerai pas. » Et serrant le dossier de papier contre sa poitrine, Théo recula jusqu'à la porte. Ce n'était pas une très bonne façon de voyager et ne put s'empêcher de sourire. La femme dit au revoir à l'importun visiteur. « Bonne journée, Théo. »
Je m'excuse d'avoir interrompu votre conversation. Théo sourit à son tour. Théo sourit. Ce n'est pas grave, je comprends. La famille passe avant tout. Si je puis dire. Zoé s'assura que la porte était bien fermée, et se dirigea vers la table où était assis son fils. Maël avait déjà réussi à retrouver son état habituel, et demanda d'un air de défi. « Et à quelle occasion es-tu apparue, maman ? Je n'aime pas penser que tu as décidé de me contrôler. » Zoé tenta d'ignorer le ton provocateur de son fils. « Si tu cherches à m'énerver, c'est en vain. Et je veux aussi te dire que tu t'es installé trop tôt dans ce fauteuil. Tu devrais avoir honte des gens. Vous venez d'enterrer votre père et vous faites déjà vos propres règles dans l'entreprise. J'ai tous les droits. Vous étiez présente lors de la lecture du testament. Les émotions sont donc inappropriées. » Zoé s'arrête de parler et fixe si intensément le visage de Maël qu'il frissonne. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Je te regarde et je réfléchis. Est-ce que cet homme effronté est vraiment mon fils ? Maman, pourrais-tu choisir ton langage avec plus de soin ? Après tout, c'est ton fils qui est à la tête de l'entreprise maintenant. Ce n'est pas un fait. » Le jeune homme domine sa mère, ses yeux lançant des éclairs. « Que voulez-vous dire par là ? Seulement que j'ai d'énormes doutes sur l'authenticité du document que votre avocat a lu. » La femme se lève et se dirige vers la porte d'un pas décidé. « Maël, arrêtez, expliquez-moi ce que sont ces allusions. Maël, bien que tu sois mon fils, je ne tolère pas la mesquinerie, même de ta part. Pourquoi as-tu licencié Adèle ? Je ne suis pas satisfait de son travail. Je ne m'attendais pas non plus à une telle attitude de ta part. Une mère normale serait heureuse pour son fils. Mais tu m'as dit toutes sortes de choses désagréables. Si les mots de vérité vous répugnent, alors je suis vraiment désolée pour vous. Et je veux aussi te rappeler, Maël, que tu n'as pas le droit de décider seul de l'avenir de notre entreprise. Si tu veux passer un accord douteux avec ce salaud de Théo, Timéo et moi nous y opposerons. » Elle se dirigea vers la porte et sentit le regard méchant de son fils fixé sur son dos. Ce n'est qu'à la sortie qu'un simple désir maternel de protéger son enfant la fit se retourner. « Maël, je te pardonne gentiment. Arrête. La haine et la colère ne t'apporteront rien de bon. Et tu risques de brûler toi-même sous le feu de ces sentiments. » La réceptionniste l'attend avec impatience. Il y avait encore de l'espoir dans les yeux pleins de larmes de la femme. Elle demande timidement. « Zoé, qu'a dit Maël ? Je t'aiderai à trouver un autre travail. » Lui conseille la mère du chef, en remarquant que la femme est prête à se remettre à pleurer. « Adèle, ressaisis-toi. Et n'aie pas peur du changement, car la plupart du temps, c'est pour le mieux. Vous connaissez mon numéro de téléphone. Appelez-moi dans quelques jours pour le travail. Je suis sûre que nous n'aurons pas de problème avec cette question. » Après le départ de sa mère, Maël est resté assis dans la même position pendant près d'1 heure. D'abord, un volcan s'est déchaîné en lui, puis la peur est apparue au fond de son esprit. C'était un sentiment familier de son enfance, lorsque ses échecs étaient moqués à l'école. Souvent, cela se produisait lorsque sa mère donnait une partie de son amour à Timéo. Il avait toujours eu très peur que sa mère cesse complètement de l'aimer. Il ne voulait donc la partager avec personne. Mais il y avait une autre facette à cette peur multiforme. Maël avait peur qu'un jour son plan soit dévoilé. Maman l'avait bien compris. Et ce n'était pas un hasard si elle lui avait rappelé le conseil d'administration. Théo, qui lui avait promis une part substantielle des revenus totaux si l'affaire se concrétisait, n'avait pas non plus oublié cet organe décisif. Maël frappe de toutes ses forces du poing sur la table. « Je suis tenu de lever tous les obstacles. Même s'il s'agit d'une personne qui m'est très proche. » Il prononça ces derniers mots dans un demi-chuchotement. Mais Adèle les entendit bien à travers la porte entr'ouverte du bureau. Après le départ de Zoé, elle espérait encore que le chef sortirait et lui demanderait de rester. Mais ces derniers mots firent sortir la femme du bureau. Elle aussi a eu très peur. Depuis le matin, Zoé travaillait dans la cuisine. La veille, Timéo avait appelé pour dire que la famille venait lui rendre visite. Il ne s'était jamais vu depuis la mort de son mari. Mais ce qui plaisait le plus à la femme, c'était de pouvoir choyer Adélard. Elle idolâtre son petit-fils et est prête à satisfaire tous les caprices du petit farceur. En quelques mois, la femme s'est habituée à cuisiner plusieurs plats à la fois. Mais étonnamment,
La cuisson est rapide et Zoé parvient à cuisiner 2 heures avant l'arrivée des invités. Elle décida de faire une petite pause dans un fauteuil confortable et ne remarqua pas qu'elle s'était assoupie. Mais pendant cette heure de repos, elle n'avait pas fait un doux rêve. Mais un souvenir troublant avait ravivé des événements de sa vie passée. La première chose qui lui vint à l'esprit fut le retour de son mari après un long voyage d'affaires. Zoé n'était pas du genre à croire son mari sur parole. Lorsque Louis lui annonce qu'il a trouvé un emploi dans un pays voisin et qu'il va s'absenter pendant 2 ans, elle sent tout de suite que son mari ment. Le père de Louis ne croit pas non plus son fils, et comme il ne peut pas parler à sa femme ni Nicéphore de sujets sensibles, il partage ses inquiétudes avec sa belle-fille. Zoé, Louis nous trompe. Je connais ce genre de travail posté. Dis-moi, est-ce que l'employeur donne une avance aussi généreuse à l'avance? C'est un fait. L'autre, c'est le temps. Les hommes de notre quartier font des rotations, mais pour 6 mois au maximum. Ici, c'est 2 années entières. Alors j'ai fait le rapprochement, et j'ai compris que Louis et son copain étaient partis à la guerre quelque part. Ce seul mot fait passer un frisson glacial dans le corps de Zoé. Nicéphore. Mais la loi nous interdit de nous livrer à de telles activités. Zoé, tu ne sais pas que celui qui veut le faire peut toujours trouver une faille. Bref, je suis sûre que nos hommes sont là. Qu'est-ce que les gens font quand il n'y a pas de travail et des familles à nourrir? Constatant que la suggestion qu'il avait faite avait beaucoup effrayé sa belle-sœur, Nicéphore a dit « Zoé, ce n'est pas grave. Zoé, ne t'inquiète pas. C'est peut-être tout autre chose. » La femme essayait aussi de ne pas penser aux mauvaises choses. Mais après cette conversation, les mauvaises pensées ne cessaient d'affluer dans sa tête. Les rencontres avec Léa, la femme de Léon, la soulagent un peu. Leur amitié est une sorte de prolongement de la relation fraternelle de leur mari. Presque tous les soirs, ils se téléphonent et s'échangent les dernières nouvelles. Et le week-end, ils se rendent avec les garçons au chalet, où ils aident les parents de Louis à désherber les lits. Nicéphore fait beaucoup plus de commerce au marché local avec des herbes et des cadeaux provenant de son potager. La belle-mère devient célèbre dans tout le quartier pour ses talents culinaires. Mais le petit commerce ne convenait pas à ces personnes plus très jeunes, mais très entreprenantes. Un jour, le couple a décidé de créer sa propre entreprise et d'attirer sa belle-fille dans cette activité utile. Comme d'habitude, en tant que chef de famille, Nicéphore en informe sa belle-fille. Zoé, ma mère et moi avons décidé de devenir entrepreneurs. Cela peut paraître ridicule, mais nous voulons vraiment devenir riches. La belle-fille est surprise par l'audace de Nicéphore. Mais créer sa propre entreprise n'est pas si facile. Il faut avoir un capital de base pour commencer. Le vieil homme se gratte l'arrière de la tête et dit « Nous en avons un peu. Nous avons économisé un peu quand nous faisions la navette. » Le mari raconta à Zoé comment ses parents avaient été contraints par le désespoir de voyager à l'étranger. Puis Nicéphore avait eu une crise cardiaque et cette activité avait dû cesser. Le père de Louis attendait l'accord de sa belle-fille. Mais elle ne savait pas quoi lui dire. Nicéphore, avec ton problème cardiaque, ce n'est pas la peine de te lancer sérieusement dans les affaires. Tu n'as pas idée des difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Il y a les contrôles incessants et les rapports financiers. Le vieil homme se tapa joyeusement sur les genoux. Zoé, pourquoi est-ce que je parle depuis une demi-heure? Tu n'as pas deviné? La belle-fille se tait, et Nicéphore rapporte presque triomphalement. Ma mère et moi avons décidé de te demander de nous aider pour ces papiers. Tu n'as pas étudié à l'Institut pour rien. Zoé travaillait alors comme comptable dans un hôpital et n'avait pas envisagé de changer quoi que ce soit dans sa vie. Mais elle ne résiste pas à la pression de Nicéphore. Elle a aidé les parents de son mari à rédiger les documents, à trouver un local adéquat pour la boutique et, bien que l'activité n'ait pas connu une ascension immédiate, les revenus stables ont permis à la famille de se maintenir à flot. Zoé a décrit tous les changements en détail dans une lettre à son mari. Mais Louis était d'abord sceptique à l'idée de créer une entreprise. Mais presque juste avant son retour, il lance l'innovation de Léon pour créer une cafétéria dans le point de vente. Léa et Zoé apprennent par leurs lettres le retour imminent de leur mari. Mais il n'y a pas de retour triomphal. Au contraire, un homme tout de noir vêtu se présente un jour sur le lieu de travail de Léa pour lui annoncer la mort héroïque de Léon.
Il glisse une enveloppe d'argent dans la main tremblante de la veuve éberluée et disparaît aussitôt. Une lettre de Louis arrive un peu plus tard, l'informant qu'il est soigné à l'hôpital. Son mari revient 3 mois plus tard, et Zoé ne reconnaît pas tout de suite dans l'homme maigre aux cheveux grisonnants son Louis joyeux. Ce n'est qu'à la maison qu'il peut parler à sa femme de la mort de Léon et de sa blessure. Le mari est très affecté par la perte de son ami. Il n'arrivait pas à dormir la nuit, et s'il le faisait, il sursautait souvent. Joé a beaucoup de mal à assister à l'agonie de son époux, et lui donne des conseils. « Louis, tu devrais peut-être voir un médecin. Louis, tu devrais peut-être voir un médecin. Pourquoi? Pour me faire hospitaliser? Pourquoi une hospitalisation? Ils vous prescriront des médicaments pour éloigner les cauchemars. Je peux me débrouiller seul, sans médecin. » Louis fait part à sa femme de la dernière demande de son ami, et ensemble, ils aident la jeune veuve. Le petit Timéo était presque toujours à leur côté. Malgré l'aide apportée, il était difficile pour Léa d'élever seule son bébé. Elle a donc été transférée au service des maladies infectieuses pour bénéficier d'un salaire élevé. Zoé, c'est bien payé. Bien sûr, il y a des risques, mais si tu respectes toutes les règles, le risque d'infection est nul. Mais, apparemment, Léa n'a pas tenu compte de quelque chose, car lors de l'épidémie de grippe suivante, elle est tombée malade à son tour. Pendant plusieurs jours, la femme a caché son mal de peur de perdre ses bons revenus. Elle prend des pilules pour faire baisser la fièvre. Et c'est ce que Zoé la surprend à faire un jour. « Léa, qu'est-ce que tu prends comme pilule ?» Son amie fait un signe de la main avec une feinte nonchalance. « Ce n'est rien, c'est juste un peu de fièvre. » « Léa, ce n'est pas dangereux pour Timéo. Il devrait peut-être rester avec nous quelques jours, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » « Zoé, tu as raison, un peu plus de prudence ne ferait pas de mal. » Louis amena Timéo chez eux, et 3 jours plus tard, Léa fut recherchée au travail. Une femme étrange les appelle au téléphone. « Je suis désolée de vous déranger. Mais Léa n'est pas venue travailler ce matin. Pourtant vous êtes amie avec elle. Peut-être savez-vous où elle est maintenant ?» Zoé raccroche le téléphone et appelle son mari. « Louis, on dirait qu'il y a un problème avec Léa. Je reste avec les enfants et tu vas aller la voir. J'ai un mauvais pressentiment. » L'homme trouve la femme de son amie inconsciente. Apparemment, Léa s'est levée le matin et s'apprêtait à aller travailler. Mais elle est tombée près de la salle de bain. Louis a immédiatement appelé une ambulance et la femme a été transportée à l'hôpital. Mais les médecins n'ont pas pu la sauver et Léa est décédée le 4e jour sans avoir repris connaissance. Le médecin écarte les mains, impuissant. Si elle s'était manifestée plus tôt, tout serait rentré dans l'ordre. Mais le processus s'est généralisé. Malheureusement, les médecins sont le plus souvent victimes de leur propre imprudence. Comme Léon, Léa n'a pas de famille. Elle aussi a été élevée dans un orphelinat, rêvant de devenir infirmière. Cette femme a sauvé une seule vie et est morte d'une infection banale. Sa conscience refuse d'accepter cette vérité. Mais la vie continue, et le petit Timéo a besoin de l'amour et des soins de ses parents. D'un commun accord, le couple a pris la garde du bébé. Au départ, ils voulaient adopter le garçon, mais ils auraient alors dû changer le patronyme et le nom de famille. Mais Louis a refusé de franchir une telle étape. Il n'est pas juste de priver l'enfant de son père héroïque. Léon méritait que son fils porte son nom et son 2e prénom. Qu'importe le 2e prénom, ce ne sont que des initiales. L'important, c'est que le garçon soit bien entouré. Pour certains, ce n'est qu'un nom et un prénom, mais pour d'autres, ce sont les racines qui maintiennent une personne sur cette terre. Le fonctionnaire regarde le tuteur avec arrogance, mais ne dit rien. Le petit Timéo s'est rapidement intégré à la famille et ne pense presque plus à sa maman. Seul Maël était réticent à accepter le nouveau membre de la famille, bien qu'il ait aimé jouer avec le bébé auparavant. La jalousie de son fils effraie Zoé, qui craint que ce ressentiment ne se transforme un jour en quelque chose de plus important. Elle fait part de ses craintes à son mari. Mais Louis rassure sa femme. Les garçons sont toujours en compétition pour être les meilleurs, les plus courageux. Il n'est donc pas étonnant que Maël ne veuille pas nous partager avec Timéo. Louis, mais il faut faire quelque chose. Ne fais pas ça, ça passera avec le temps. Mais il s'est avéré que Louis avait tort.
Dommage que Zoé ne s'en soit rendu compte que maintenant. Maël avait appris à masquer son aversion en se montrant trop exigeant avec son jeune frère. Devant ses parents, il était heureux de montrer ses connaissances et ses compétences. Timéo était lui aussi un bon élève, mais il ne faisait jamais étalage de ses résultats. Zoé se leva brusquement de sa chaise et se dirigea vers le bureau de son mari, répétant au passage « Comment ai-je pu oublier cela ? Timéo vient aujourd'hui, et je vais lui montrer ses diplômes. » Son défunt mari avait pris l'habitude de collectionner tous les reçus et autres documents. Depuis sa mort, Zoé n'avait jamais franchi le seuil de son bureau. Aujourd'hui, pour la première fois, elle décide de rompre ce vœu pour aller chercher les lettres de recommandation de Timéo dans les archives. Où sont-elles ? C'est le dernier endroit où je les ai vues. La femme fouille dans les classeurs jusqu'à ce qu'elle tombe sur un dossier transparent avec brouillon de mon testament écrit d'une main familière. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Mais la cloche sonna et Zoé n'eut pas le temps de lire le document. Avec le dossier, elle se précipite dans le couloir pour accueillir les invités. Et elle range la trouvaille dans le tiroir de la table de chevet. En une minute, l'heureuse grand-mère avait oublié sa trouvaille, car son attention s'était tournée vers Adélard. Le dîner en commun rappelle le bon vieux temps. Le jeune couple fait l'éloge de sa cuisine et se vante de ses succès. Mais tous trois prennent soin d'éviter le sujet de l'héritage et du comportement peu glorieux de Maël. Zoé sort pour revoir les invités, et se souvient du dossier. Adélard et elle étaient déjà dans l'ascenseur lorsqu'elle arrêta Timéo. « Fiston, attends un peu. J'ai trouvé un dossier très intéressant dans le bureau de ton père aujourd'hui. Tu es plus calé en droit. Lis ce qu'il contient. » L'homme rangea le dossier derrière son sinus. « D'accord, maman. J'étudierai le document en entier ce soir. Merci pour le dîner. Merci aussi, les enfants. » Elle se tient sur le pas de la porte de l'appartement et écoute l'ascenseur descendre. Zoé voulut fermer la porte mais entendit la voix de son fils. « Maman, attends. » Maël descendait de l'étage supérieur pour une raison inconnue, ce qui intrigua la femme. « Maël, comment es-tu arrivé ici ? » Bien sûr. La question est raisonnable. Après tout, je n'ai pas été invitée à dîner. Le ton et le comportement provocateur de son fils ne plaisent pas à la femme. « Maël, pourquoi vois-tu de la méchanceté dans les choses simples ? Timéo et Lilou ont encore appelé hier et Adélard m'a beaucoup manqué. Oui, maman, je sais que tu t'intéresses plus aux étrangers qu'à ton fils unique. Maël, ne nous disputons pas. Viens dans l'appartement et mange un peu. » Maël marcha, sans enlever ses chaussures de ville, jusqu'au salon. Il regarda la table, que la propriétaire n'avait pas encore eu le temps de débarrasser. L'homme commença à prendre des amuse-gueules dans les assiettes avec ses mains. Il mange avec avidité, sans quitter sa mère des yeux. « Si ce n'est pas un secret, de quoi avez-vous parlé toute la soirée ? Maël, je vais te chercher une assiette propre tout de suite. S'il vous plaît, asseyez-vous et prenez un vrai repas. Maman, tu t'éloignes du sujet. Vous avez dû parler de moi ? » Zoé s'assoit en face de son fils. « Maël, je ne comprends pas où tu veux en venir. Très bien, je vais vous le dire. Tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est de vos signatures. » Maël essuie ses mains grasses avec la nappe. Il espérait énerver sa mère. Mais elle ne cède pas à sa provocation. Elle se leva de table, signalant que la conversation était terminée. « Maël, je ne signe rien. » L'homme se lève à son tour. « D'accord, on s'arrête là pour l'instant. Mais je connais un remède qui vous rendra plus coopérative. » De manière inattendue pour elle-même, Zoé dit doucement. « Maël, j'ai trouvé un brouillon du testament de papa. » Maël s'étouffe, tousse, a du mal à respirer. Mais Zoé continue d'une voix calme. « Maël, j'ai peur que tu ailles trop loin. Pour éviter cela, il faut que je te dise la chose la plus importante. » Ce que Maël entend de sa mère le rend furieux. Il s'élance vers la femme. Mais sa main se fige en plein vol alors que la femme s'écroule silencieusement sur le sol. Un sentiment de peur moite le retint, et il regarda sa mère pendant un moment. Puis il se précipita vers la porte d'entrée, revint, se pencha sur le corps immobile et appela timidement. « Maman, maman !» L'ambulance arriva rapidement et Zoé fut emmenée à l'hôpital. Le médecin remarque avec indifférence. « D'après les symptômes, votre mère fait une attaque.
Mais je peux me tromper. Zoé passe près de 3 mois à l'hôpital. Mais les effets de la maladie sont terribles. Elle ne peut plus parler ni se déplacer seule. Timéo et Lilou ne quittaient pratiquement jamais son chevet, ce qui agaçait beaucoup Maëlle. Un jour, le couple entre et ne trouve pas sa parente dans la chambre. L'infirmière répond à leurs questions légitimes. Zoé a été emmenée par son fils. Nous lui avons également remis tous les documents et les papiers de sortie. Il ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Timéo a essayé d'appeler son frère à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Il s'est donc rendu au bureau, même s'il n'avait vraiment pas envie de rencontrer Maëlle. Tout jouait en sa faveur. Le fait qu'il ait rendu sa mère handicapée ne dérangeait même pas Maëlle. Quand Timéo est venu le voir, il n'a pas été gentil avec lui. Devançant la question de son demi-frère, il répondit brièvement. « Si tu veux savoir où se trouve ma mère, je peux te dire qu'elle est en sécurité. Je l'ai placée dans un bon hôpital privé. Il y a de bons soins là-bas, je suis donc tranquille pour ma mère. » Maëlle n'offrit même pas une chaise à Timéo et se comporta de manière toujours aussi fanfaronne. D'autres questions? Oui. Lilou et moi voulons rendre visite à maman. Dites-moi, où se trouve cette clinique? Inutile de la déranger. Maman a besoin d'un calme absolu et d'aucune émotion négative en ce moment. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que personne ne vienne la voir. Timéo comprit qu'il ne pouvait rien obtenir de plus de cet homme. Je vous comprends. Il voulut partir. Mais le propriétaire du bureau l'en empêcha. Vous n'avez rien à me dire sur des documents secrets? Non. Et moi qui pensais que vous et moi avions autre chose à nous dire que la santé de ma mère. Vas-y, je t'écoute. Allez, Timéo, calme-toi. Assieds-toi et écoute-moi. Timéo revint et s'installa sur la chaise en face de la table où son frère était assis. Je t'écoute très attentivement. Mais il n'est pas difficile de deviner ce que tu attends de moi. Si tu es si omniscient, parle. Oui. C'est le moment ou jamais de dire ce que je pense. Si vous voulez que je signe l'accord que vous allez passer avec Théo, vous ne l'obtiendrez pas. Je ne crois pas non plus que Zoé ait eu un accident soudain. Et encore une chose, Maëlle. Le testament que tu as remplacé. Maëlle se lève d'un bond comme un homme piqué. Sortez de mon bureau. Vous n'arriverez à rien. On verra bien. Et ne menace pas ma famille. Maëlle, si tu le fais, je te salirai. Timéo quitta le bureau et referma soigneusement la porte derrière lui. Il était satisfait d'avoir tout dit aux yeux de cette crapule. Mais il était trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, car à sa demande, Stéphane poursuivait son enquête. Timéo avait été en communication constante avec Stéphane, et lui avait demandé hier de trouver où il avait mis sa mère. Alors que l'homme était presque arrivé chez lui, il reçut un appel de sa femme. « Timéo, passe au marché s'il te plaît. J'ai oublié d'acheter du lait et Adélard réclame des biscuits. » Lilou. « D'accord, je vais honorer ta commande. » Timéo sourit aux pensées agréables de son fils. Il roula doucement jusqu'au marché et se dirigea vers les courses. L'homme, absorbé dans ses pensées, ne fit pas attention aux deux types qui sortaient également de la voiture qui le suivait. Les visages de ces solides gaillards étaient recouverts de cagoules. Timéo se dirigea vers la caisse. Mais en chemin, il fut rudement bousculé par l'un des types. Timéo a presque tenu bon et a réprimandé le client agressif. « Tu ne peux pas faire plus attention ?» Le type s'est arrêté à son tour. « Qu'est-ce que tu me dis ? Mec, c'est toi qui m'as poussé. » Timéo ne veut pas d'altercation et s'empresse de se ranger. Mais les deux hommes ne le lâchent pas d'une semelle. Ils l'empêchèrent d'atteindre la voiture et le jetèrent sur le trottoir. Timéo sentit quelque chose de lourd s'abattre sur sa tête. Lilou regarde sa montre et ne comprend pas où son mari a disparu. Elle compose plusieurs fois son numéro, mais personne ne répond. Une force inconnue la pousse à s'habiller et à sortir. Il était tard, et il n'y avait presque pas de passants dans les rues. Lilou fait le tour de la cour, mais leur voiture n'est pas sur le parking. La femme se dirige alors vers le magasin où ils ont l'habitude de faire leurs courses. Le marché était déjà fermé et sur le parking, elle vit la voiture de Timéo. Ses jambes se dérobèrent et elle faillit tomber en remarquant une grande tache sanglante sur le trottoir. Un inconnu, à l'allure d'un homme au visage sale, s'empresse de lui raconter. « Il y a eu une bagarre ici, il y a environ 1 heure.
Je suis allée à la boutique, et j'ai vu 2 hommes battre un 3e homme avec une barre d'armature. Ils ont dû avoir un différend. Une bagarre, avec des lèvres coquines. Lilou demande. Et où est l'homme qui a été battu? Le sans-abri répond joyeusement. Alors ils l'ont emmené. Ils l'ont mis dans un sac et l'ont emmené. Mais avant, la police est venue, elle a interrogé tout le monde. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit tout ce que j'avais vu de mes propres yeux, je n'ai rien inventé. Lilou ne se souvient pas comment elle est arrivée dans son appartement. Elle n'a pas appelé les hôpitaux car elle avait peur de la réponse. Ce n'est que le matin qu'elle a appris que son mari avait été victime d'une agression par des inconnus. Mais une voix intérieure lui dit que l'accident n'aurait pas pu se produire sans la participation de Maël. Les anciens employés de l'entreprise sont venus dire au revoir à la victime. Lilou a accepté leurs condoléances et a remercié automatiquement les personnes qu'elle connaissait et qu'elle ne connaissait pas pour leur participation. Elle laissa des larmes à sa voisine qui se propose d'aider la jeune veuve. Maël, lui aussi, s'est présenté à la cérémonie avec un énorme bouquet de roses écarlates et une couronne de fleurs. Lilou, je te présente mes condoléances. Merci, Maël. Tiens bon, Lilou. Et n'oublie pas que tu peux te tourner vers moi à tout moment. Après tout, nous ne sommes pas des étrangers. La seule présence de cet homme éveille les sentiments les plus contradictoires dans l'âme de la femme. Mais elle ne voulait pas s'enfoncer dans une situation aussi inappropriée et garda la tête baissée. Soudain, elle entendit une voix féminine familière tout près d'elle. Je ne crois pas du tout aux coïncidences, et surtout pas à celle-là. Lorsque j'ai quitté cette entreprise, je l'ai entendu dire qu'il écarterait de son chemin toutes les personnes inutiles. C'est ce qu'il a fait. D'abord ma mère, et maintenant mon frère. La voix féminine s'éloigne et Lilou se retourne. Elle aperçoit l'ancienne secrétaire de Louis en train de parler à une autre femme. Oubliant les convenances, Lilou se précipite à leur suite et saisit un bout de phrase. Les choses sont troubles là-bas avec les testaments et les liens familiaux. Lilou saisit le bras de la femme. Adèle, arrêtez, s'il vous plaît. La femme regarde autour d'elle avec crainte. Puis se tourne vers la veuve. Vous vouliez me demander quelque chose? Oui. Je suis désolée. J'ai entendu votre conversation, et j'aimerais savoir. La secrétaire tend les mains devant elle. Non, non. Vous l'avez imaginé? Je ne sais rien. Adèle prend son amie sous le bras, et elle se précipite vers la sortie. Elles n'ont pas parcouru beaucoup de chemin que Maël apparaît à côté d'elle. Lilou. Tu te sens mal? Non, je vais bien. Que t'ont dit ces dames? Rien. Mais je vous ai vu parler. Maël. Depuis quand je dois te répondre? Elle échappe de justesse au harcèlement du frère de son défunt mari. En rentrant chez elle, elle ne pense pas à reprendre sa vie en main, mais à rétablir la vérité. Lilou comprend que Maël ne retient sa mère que pour le moment. Une fois qu'elle serait partie, il obtiendrait ce qu'il désirait. Bien sûr, il était probable qu'il ne s'intéresserait plus à Lilou et à Adélard après cela. Mais si ce n'était pas le cas, et si sa haine était si forte qu'il décidait de se débarrasser aussi du fils de Timéo, elle resta éveillée toute la nuit. Au matin, elle décida que la première chose à faire était de jouer l'idiote. Un imbécile qui croit en tout. La deuxième chose, c'est de cacher Adélard. Et la troisième chose, c'est de retrouver Zoé. Comment elle ferait tout cela? Lilou ne le comprenait pas encore. Adélard était trop jeune pour être confié longtemps à qui que ce soit. Elle ne pouvait confier son fils à personne. Ou bien y avait-il quelqu'un? Lilou regarde par la fenêtre. Il était une fois, il y a 7 ou 8 ans. Lilou avait une amie. Une meilleure amie, avec qui elle partageait toutes les joies et les peines des jeunes filles. Elles s'étaient rencontrées à l'institut et ne s'étaient plus jamais quittées. À partir de ce moment-là, Lilou a cru qu'elle avait une sœur. Inès dit la même chose. Mais au bout d'1 an, Inès a dit « Non, cette vie tranquille n'est pas mon truc. Mon âme demande de l'adrénaline. » Lilou rit alors. « Pourquoi as-tu besoin d'adrénaline? Je veux dire que vous vous lancez dans des aventures à tout bout de champ. Et si l'aventure ne vous trouve pas, vous la faites advenir. » Inès lève un doigt vers le haut. Inès lève le doigt d'un air entendu. Voilà. Et mon prof de physique disait aussi que si la loi de l'attraction était si indéniable, je marcherais et courrais uniquement sur le plafond. Lilou s'est sentie follement désolée qu'elle se voie moins.
Mais elle se rend compte qu'Inès a besoin d'espace. Elle est comme le vent, il lui est impossible de vivre entre quatre murs. Inès avait décidé de devenir maître nageur et pas autrement. Lilou, bien sûr, a essayé de l'en dissuader. Tu ne te rends pas compte que c'est dangereux? C'est dangereux aussi de marcher dans la rue. Et si une brique te tombe sur la tête, bien sûr qu'elle peut tomber. Mais c'est un accident pur et simple, avec une chance sur 1 million. Et dans votre cas, c'est vous qui allez vous retrouver dans le feu de l'action. Inès sourit d'un air énigmatique. Je vais vous dire plus que ça. Non seulement j'y entrerai, mais j'en sortirai toujours victorieuse. D'année en année, leur amitié ne fait que se renforcer. En 3e année, à la toute fin, Lilou rencontra Cédric et disparut. Ils eurent une fantastique histoire d'amour qui éclata au premier regard. Puis Lilou présenta Cédric à Inès. Cédric ne pouvait détacher son regard de son amie, elle n'avait rien à voir avec Lilou. Elle était audacieuse, téméraire. Une semaine plus tard, Inès dit, avec son franc-parler habituel, « Lilou, il faut que tu me comprennes. Cédric n'est pas ton genre, vous allez vous ennuyer ensemble. De toute façon, vous ne ferez pas long feu. » Ce à quoi Lilou répond avec assurance, « Tu te trompes cette fois Inès. On sera toujours heureux avec Cédric. » Non, je ne me trompe pas. Pardonne-moi mon ami, même si je sais que tu ne peux pas. Cédric et moi avons fait une demande à l'état civil. Tu vois, Cédric et moi, on est pareils, un peu fous tous les deux. Toi, tu es différente. Tu aimes faire un foyer, un endroit douillet. Lilou se met les mains sur les oreilles. Tais-toi, ne dis pas une chose pareille. Toi. Et moi qui croyais que tu étais mon ami. Va-t'en. Ne m'approche plus jamais, et je dirai tout à Cédric. Inès essaya de dire autre chose. Lilou, tu me remercieras plus tard. Va-t'en. Inès est sortie, et Lilou a pris le téléphone. Cédric. Bonjour. Tu te rends compte de ce qu'Inès vient de me donner? Oui. Lilou. Je sais. Je voulais l'accompagner, mais elle m'a dit que ça ne ferait qu'empirer les choses. Je suis désolée. Lilou. Un petit bip retentit dans le combiné. Environ 1 an plus tard, alors que Lilou avait déjà rencontré Timéo et oublié Cédric, elle reçut un appel d'Inès. Lilou n'aurait pas décroché, mais le numéro était inconnu. Allô? Lilou? Bonjour, c'est Inès. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais parler. On n'a rien à se dire. Et ne me rappelle plus. Lilou réalise que son Timéo est 1 million de fois meilleur que Cédric. Comprend qu'elle devrait être reconnaissante à Inès, mais ne peut s'en empêcher. Inès l'avait trahi. Lilou savait que même après toutes ces années, Inès ne refuserait pas son aide, et que Maël ne saurait jamais où trouver Adélard. Elle décrocha le téléphone. Comme Inès appelait d'un nouveau numéro, il était peu probable que l'ancien réponde. Elle décide tout de même de tenter sa chance. Allô, Inès. Lilou? Lilou. Qu'est-ce qu'il y a? Comment sais-tu que j'ai un problème? Tu sais que je sais toujours tout. Lilou sourit à travers ses larmes. Inès avait toujours dit cela auparavant, justifiant son intuition tout simplement phénoménale. Oui, je sais. Inès l'interrompt aussitôt. Lilou, tu pleures? Dis-moi l'adresse, je viens tout de suite. Inès est toute Inès, comme si cela faisait des années qu'elle ne s'était pas vue. Lilou dicte l'adresse, puis ajoute. Inès, veille à ce que personne ne te voie. Il y a eu un silence dans le combiné pendant 1 seconde, puis Inès a tendu la main. Voilà qui devient intéressant. Lilou marche lentement d'un coin à l'autre. Elle n'a pas emmené Adélard à la crèche aujourd'hui. Elle n'en a pas l'énergie. Il est peu probable que Maël s'occupe d'elle comme ça, d'un seul coup. Il est sûr qu'elle est allongée là, accablée de chagrin et incapable de réfléchir. C'est ce que Lilou a ressenti. Mais elle a un fils. Elle doit s'assurer qu'il n'est pas en danger. Elle doit trouver le responsable de la mort de Timéo et le traduire en justice. Que ce soit Maël, Lilou n'en doutait pas, bien sûr. Mais pour tous les autres, sa confiance ne suffirait pas. Moins d'1 heure plus tard, on sonna à la porte. Lilou s'y précipita et regarda par le judas, puis ouvrit rapidement et entraîna littéralement Inès à l'intérieur. Cette dernière la prend immédiatement dans ses bras. Je regardais les nouvelles en conduisant. Je vous présente mes condoléances. Merci, Inès.
Je m'accroche avec mes dernières forces. Elle parlait doucement dans la cuisine. Et ni l'une ni l'autre ne remarqua l'apparition d'Adélard dans la cuisine. Il dit fort, comme un enfant poli doit le faire. Bonjour. La femme sursaute. Lilou se lève, prend son fils dans ses bras. Rayon de soleil. Je ne t'ai pas entendu te réveiller. Si, je t'ai entendu. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Et qui est cette tante? Lilou le fait asseoir sur sa chaise. Cette tante, c'est mon amie. La vraie? Oui. Inès regarde Adélard avec intérêt. Elle n'a pas d'enfant. Elle tend la main à Adélard. Faisons connaissance. Je m'appelle Inès. Adélard serre la main tendue. Je m'appelle Adélard. Là? Adélard se souvint de quelque chose et regarda sa mère. Ses yeux se remplirent rapidement de larmes. Lilou se précipita vers lui. Mon chéri, je vais préparer le petit déjeuner. En attendant le petit déjeuner, Adélard fait la connaissance d'Inès. Et toi, tu travailles où? Je suis maître nageur. Les yeux du garçon se sont agrandis. Un vrai? Celui qui sauve les gens? C'est vrai? Le vrai. J'ai plein de photos sur mon téléphone. Tu veux les voir? Tout à fait. Inès s'installe sur son canapé et commence à lui montrer les photos. Adélard est tout simplement ravi. Moi aussi, quand je serai grand, je serai maître nageur. Lilou se tourne vers lui. Il y a quelques jours, tu voulais être pilote, n'est-ce pas? Le garçon n'est pas déconcerté. Je vais être pilote de sauvetage. Inès sourit. Tu sais quel genre de formation est nécessaire pour cela? Je vais m'entraîner. D'abord, il faut que tu sois en très bonne santé. Il faut prendre l'air, se baigner dans la rivière, etc. Adélard regarde Inès d'un air confus. Adélard regarde Inès d'un air confus. Et où vais-je trouver tout ça? J'ai un endroit pour cela. Honnêtement. C'est pour ça que tu veux qu'on aille tous ensemble demain pour le voir? Adélard lève les deux mains en l'air. Adélard lève les deux mains en l'air. J'y vais. Et maman? Et maman aussi, bien sûr. Inès a eu le temps de dire à Lilou que ses parents habitaient à une centaine de kilomètres. Le village est assez grand. Il y a beaucoup de petits-enfants en visite. Personne ne fera attention à Adélard. Lilou doit partir aussi. D'une part, il n'est pas sûr d'être ici, et d'autre part, tout à coup, Adélard ne se plaira plus et ne voudra plus rester. Inès, qu'est-ce qu'il va faire sans moi? Oh, s'il te plaît. Il y a beaucoup de baby-sitters là-bas. En plus, les voisins ont une petite fille d'environ 6 ans. Oui, il n'y a pas beaucoup de distractions en hiver, mais papa leur fera un toboggan. Et en général il trouvera quelque chose. C'est un peu gênant. Inès rit. Enfin non, pas avec mes parents. Lilou ne discute pas plus longtemps. Elle a déjà entendu, il y a longtemps, que les parents d'Inès étaient gentils. Et même quand elle a cassé le nez de l'agronome local, ils ne l'ont pas grondé, ils l'ont défendu. Et à la fin, ils ont prouvé qu'il avait essayé d'abuser d'elle. Inès disait toujours, même si je me saoulais que je me retrouve à la rue ou en prison, je sais que mes parents seront toujours là pour moi. Enfin, le plus possible. Le lendemain, comme à son habitude, Lilou emmène Adélard au jardin. Inès avait récupéré le grand sac hier, elle n'allait pas laisser Adélard dans le jardin. D'ailleurs, elle allait se servir du jardin comme d'une couverture. Sortir de l'autre côté. Et la monter dans la voiture avec Inès. Son sac lui tirait la main. Elle sortait à l'appel tous les papiers qu'elle trouvait chez elle. Pendant qu'elle serait au village pour quelques jours, elle étudierait, lirait, verrait si elle pouvait trouver quelque chose d'intéressant. Ils sont accueillis comme des membres de la famille. Lilou a beaucoup de mal à sourire et Chloé, prenant un moment, la prend à part. Inès m'a tout raconté. Garder le chagrin à l'intérieur de soi, c'est plus dur pour soi et pour son fils. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne le sent pas? Alors voilà, tu vas à la rivière, tu t'assois, tu pleures et tu reviens. Lilou la regarde avec surprise. Et Adélard, la femme plus âgée sourit. Et Adélard? Regardez comme il s'intéresse à son grand-père. Ils sont déjà en train de dessiner la diapositive qu'ils vont faire. Allez, on ne fera pas de mal à Adélard. Maël arpente le bureau, incapable de comprendre où Lilou a disparu. Il aurait dû la coincer tout de suite, fouiller la maison, tout trouver tout de suite. Mais il ne l'avait pas fait. Il était parti fêter une nouvelle victoire.
Et voilà que cette victoire menaçait d'être un véritable échec. Non. Lilou n'avait jamais été très décidé. Timéo était celui qu'il fallait craindre, celui qui pouvait aller au fond des choses. Maëlle se rassit sur sa chaise, essayant de se calmer. Il y a deux possibilités. Lilou sait quelque chose, et elle a peur. Alors elle se cache. Dans ce cas, elle pourrait rester là, à avoir peur pour elle et son fils, et ne rien faire. Ce n'est pas une mauvaise option. Mais elle serait tout de même source d'angoisse pour Maëlle, car à tout moment sa tranquillité pourrait être troublée. Deuxième option. Lilou a tout simplement décidé de changer d'environnement suite au décès de son conjoint. Tout à fait réaliste aussi, et encore plus susceptible d'être vrai. Mais c'était un peu improbable. Et puis, Lilou est la femme de Timéo, et il y a le fils de Timéo. Et Maëlle voudrait que rien dans sa vie ne lui rappelle Timéo. Il s'avère qu'aucune de ces options ne le satisfait, ce qui signifie une chose. Il faut retrouver Lilou. Il faut la trouver, et la trouver vite, avant que les 6 mois ne soient écoulés. Bien sûr, elle n'est personne. Mais il y a tellement de mais. Par où commencer? 6 heures sur le parking du centre commercial. Il s'éteint, se frotte les mains. Ils allaient fouiller l'appartement de Timéo aujourd'hui, et sûrement, il en était sûr, ils allaient trouver quelque chose. Il arpenta la pièce en trottinant presque. Les choses devenaient très, très compliquées. Et maintenant il était sûr que Lilou savait quelque chose. Avait-elle tout compris? Ou avait-elle pris tous les papiers sur le bureau pour rien? Oh, j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans le dossier que maman avait donné à Timéo. Maëlle s'arrêta brusquement. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de dossier. Peut-être qu'ils essayaient tous de me faire peur. L'idée lui plaisait. Mais il faudrait vérifier. L'aide-soignante de sa mère avait appelé hier, disant qu'elle commençait à dire quelques mots. Il faut aller la voir. Il lui a fallu 3 jours pour aller voir sa mère. Il a conduit la voiture sur la route qui menait à l'un des villages les plus proches et s'est dit qu'il serait bien que sa mère meure avant de pouvoir parler correctement. Lorsqu'il l'avait emmenée chez l'infirmière du village, il avait vraiment espéré que sa mère ne s'en sortirait pas. Mais si c'était le cas, il donna un coup de volant. La voiture fit une embardée et Maëlle eut du mal à reprendre la route. Il essuie la sueur sur son front et ralentit un peu. Il faut que tu fasses plus attention. Tu peux avoir un accident. Sa mère lui adressa un regard significatif qui, franchement, donna la chair de poule à Maëlle. Il avait donc raison sur toute la ligne. Il devrait aussi se débarrasser de sa mère. Peut-être donner de l'argent à cette femme. Il regarda la femme avec des yeux bienveillants. Non, elle ne pouvait pas. Après s'être assis un moment par décence, s'enquérant des changements de sa mère, il s'apprêta à partir. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue. Mais la femme marmonna, et il entendit clairement « Je sais tout ». Maëlle se redressa brusquement. « Oui, vous avez fait du bon travail. Je pense que c'est au médecin de faire le travail suivant. Dans quelques jours, je viendrai chercher ma mère. Bonne journée. » Il est sorti sans dire un mot à la femme. Elle voulait lui dire que pendant les 3 jours où il n'avait pas appelé, Joey avait fait d'énormes progrès. Elle dit déjà tellement de mots. Ce n'est pas encore très clair. Mais elle progresse. Lilou et Inès se regardent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons régler ça sur place. Et elle se dirigea résolument vers la maison d'où Maëlle venait de sortir. Lilou a peur, mais Inès frappe déjà à la porte. Le jour où Chloé l'avait envoyée à la rivière, la femme avait fait une longue promenade dans la neige blanche. Elle a parcouru des chemins fantaisistes, pleuré beaucoup, changé d'avis. Mais en rentrant à la maison, elle se rendit compte qu'elle était vraiment soulagée. À la maison, on préparait déjà le dîner. Lilou se souvint soudain qu'elle ne vivait que de café depuis plusieurs jours, et son estomac le confirma par un léger grondement. Adélard était si fatigué qu'il s'endormit dès qu'il quitta la table. Lilou s'assit par terre et sortit de son sac tous les papiers qu'elle avait apportés. Elle passa tout en revue, un papier à la fois, relisant le dossier intitulé Projet de testament. Oui, la façon dont le projet était rédigé confirmait complètement non seulement leurs soupçons, mais cela ressemblait davantage au jugement de Louis. L'auteur du testament n'avait pas pu le modifier à ce point par la suite.
D'autant plus que Timéo et lui ne s'étaient jamais disputés. Lilou avait déjà commencé à ranger tous les papiers dans le dossier, tout en se demandant où je pourrais bien cacher tout ça pour l'instant, lorsqu'un autre morceau de papier tomba sur ses genoux. Sa couleur était sensiblement différente de celle des autres papiers. Lilou pensa d'abord qu'il s'agissait d'un simple morceau de papier. Le prenant dans ses mains, elle le déplia, les sourcils froncés. Ce n'est pas possible. Inès refuse catégoriquement de rester à la maison. Viens, Lilou, tu seras perdue sans moi. Et Adélard, elle regarda son fils, qui aidait avec enthousiasme Émile à tisser ou à tricoter quelque chose. En fait, depuis quelques jours qu'ils sont ici, Adélard n'a jamais quitté l'homme. Lilou est même un peu jalouse. Pourquoi diable disparaîtrais-je? Lilou, ne discute pas. Adélard est très bien avec papa et maman. C'est merveilleux quand il ne me harcèle pas pour les petits-enfants. Comment Lilou pourrait-elle discuter? D'autant qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec Inès. Le soir, il y a un conseil de famille. Émile pose une feuille devant lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont restés longtemps assis, à parler, à réfléchir. Enfin, Chloé a dit, s'il cache sa mère comme ça, c'est qu'elle sait quelque chose. Et s'il choisit de la cacher, c'est qu'elle doit aller mieux. Logiquement, Lilou acquiesce. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et puis il s'avère qu'elle a besoin d'être secourue. Pour cela, il faut la retrouver. Ou mieux, l'emmener. Lilou soupire. L'emmener où? Elle a manifestement besoin des soins d'un médecin. Émile sourit. Eh bien, il y a quelque chose qu'Inès ne vous a pas dit. En fait, ma femme a travaillé ici pendant des années comme ambulancière. Lilou les regarde d'un air perplexe. Vous voulez dire comment? Vous suggérez qu'on vous amène Zoé. Mais vous me connaissez à peine. C'est trop d'aide. Lilou avait envie de pleurer. Mais Chloé lui posa la main sur le bras. Lilou, nous sommes des êtres humains. Et les gens sont censés s'entraider. Lilou, bien sûr, a immédiatement pleuré. Et Inès a dit, même si on la retrouve. Comment la ramener? Chloé sourit. C'est très simple. Je crois qu'il faut aller voir Maurice. Inès a éclaté. Maman, tu recommences? La femme regarde sa fille avec innocence. Qu'est-ce que tu racontes? Inès? C'est juste que Maurice a une belle voiture spacieuse. Et puis, Maurice ne refusera jamais de t'aider. Lilou regarde Inès avec intérêt. Elle ne lui avait jamais posé de questions sur Cédric. Inès interpréta correctement son regard et haussa les épaules. Nous ne nous sommes pas mariés. La veille du mariage, je l'ai surpris avec une autre fille dans notre lit. Je suis choquée. Maurice s'est avéré être un jeune homme très gentil. Ils ne sont pas entrés dans les détails. Il n'a pas posé trop de questions. Il est maintenant assis dans sa voiture à environ 500 mètres de l'endroit où se trouve la cabane. Il s'éloigna pour que Maëlle ne le voie pas. Il attend l'appel. L'accueillante regarde Inès et Lilou avec surprise. « Qui êtes-vous » Lilou se précipite sur Zoé qui la reconnaît, essaie de sourire, de dire quelque chose, mais semble très agitée. Inès se penche sur la femme. « Nous emmenons Zoé. » Son fils lui veut du mal. La femme s'est soudain redressée sur sa chaise. « Je le savais. Voilà quelque chose qui me disait qu'il n'avait pas amené ici un homme dans cet état. Comment ça? Il me tente un piège? Et si c'est le cas? Pourquoi avez-vous accepté ?» La femme fait un signe de la main. « J'ai un fils qui a fait des bêtises et qui a disparu. Et j'ai honte devant les gens de payer pour lui. Maëlle paie bien. » La femme se lève. « Je ne vous gênerai pas. Je vois que quand il vient, Zoé est très nerveuse. Et vous? Elle est vraiment la bienvenue. » Lilou s'approcha de la femme. « Et toi? » Il va vous demander. La femme fait un nouveau signe de la main. « Ah, je m'en vais. Je vais chez ma sœur. Elle me demande depuis longtemps. » Maëlle refit les 100 pas dans le bureau. Ce n'est pas qu'un malin. C'est un véritable homme d'affaires. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Il fallait presser un peu Théo. Et l'affaire était dans sa poche. Maëlle relut 10 fois tout ce que Théo lui avait laissé. Les conditions étaient encore meilleures que ce qu'il avait espéré. Maintenant, il allait traquer Lilou et son fils, les écraser comme des punaises, puis s'occuper de la mère pour qu'elle ne se lève pas et n'en dise pas trop, et enfin finaliser l'accord avec Théo. Et c'est tout. Ensuite, il pourrait continuer sa vie et ne penser à rien.
Il l'aurait retrouvée depuis longtemps. Mais il n'en avait plus le temps. Maintenant que l'héritage n'était plus qu'à quelques jours, il allait travailler dur pour la retrouver. Maëlle, il y a quelqu'un qui veut te voir. La jeune fille n'a pas le temps de terminer car elle est brutalement écartée, et un homme prêt à tout pour de l'argent entre dans le bureau. Nous avons trouvé votre soignant. L'homme se rassit sur sa chaise. Maëlle eut la première pensée de tous les temps. Et si cet homme n'aimait pas quelque chose, il le tuerait sans sourciller. Et gratuitement. Si vous êtes venu sans cérémonie, y a-t-il du nouveau? Oui. Nous avons trouvé une aide-soignante. J'ai un peu insisté. Ta mère a été emmenée par 2 femmes. J'ai montré une photo de la femme de ton frère. C'était elle. Maëlle est en colère. Ce n'est pas mon frère. Je me fiche de savoir qui il est pour toi. Donne-moi l'argent. Je t'ai déjà payé. Ce que tu as payé est terminé depuis longtemps. Maëlle comprit qu'il ne servait à rien de discuter, qu'il valait mieux payer. Combien de fois s'était-il juré? Combien de fois s'était-il promis de ne pas se frotter à ce contingent? Et maintenant, il comprenait parfaitement que ses affaires, qu'il n'avait cessé de soulever, ne pouvaient résoudre que de telles personnes. Et ce, parce qu'elles étaient contraires à la loi. Maëlle se rassura en se disant que ses proches ne lui avaient pas laissé le choix. Tous savaient parfaitement que lui seul devait être l'héritier unique et incontesté. Aucun d'entre eux n'avait le moindre droit sur un centime qui appartenait à Maëlle. Et cela lui appartenait bien avant la mort de son père. Maëlle regretta d'avoir appelé une ambulance pour sa mère. C'est parce qu'à ce moment-là, les sentiments de son fils pour sa mère signifiaient encore quelque chose pour lui. Il a appelé l'ambulance non pas parce qu'il craignait pour la vie de sa mère, non pas parce qu'il avait pitié d'elle, mais parce qu'il le fallait. Et il y avait tant de problèmes qui auraient pu être évités. Il n'avait jamais pensé que cette Lilou si calme oserait emmener sa mère. Et surtout, pourquoi, tandis que l'homme recevait l'argent et s'en allait, Maëlle réfléchissait. Qu'est-ce qui était le plus important pour lui maintenant? Vers quoi se dirigeait-il? Il était en passe de commander, d'être loué non pas par Timéo, mais seulement par lui. Certes, il n'y avait plus personne à féliciter et dont il pouvait être fier. Mais ce n'est pas grave. Il n'en reste qu'un peu. Son entreprise, sa société, va décoller. Il faut que Théo se dépêche. Il faut trouver une raison irréfutable de signer les papiers plus tôt. Après tout, dans quelques jours, il sera en pleine possession de ses moyens. Et puis, une fois les papiers signés, il n'aurait qu'à rebaptiser l'entreprise et s'assurer que personne n'y mette la main. Maëlle était sûre que personne n'oserait. Mais il se considérait comme un homme très prévoyant, et il décida de procéder ainsi. Il n'avait pas l'habitude de remettre les choses à plus tard. Il n'avait pas le temps de chercher sa mère et Lilou. Ou plutôt, il risquait de ne pas pouvoir les retrouver avant que le testament ne prenne effet. Tout compte fait, les astres s'alignaient comme il le souhaitait. Maëlle composa un numéro. Théo. C'est moi, Maëlle. Maëlle, je ne te reconnais pas. Je suppose que vous avez lu tout ce que je vous ai laissé. Tout à fait. Théo. Et tu sais, j'ai décidé de ne pas remettre les choses à plus tard. Je me disais que nous pouvions déjà être utiles l'un à l'autre. Et nous attendons quelques formalités. Maëlle sentit un filet de sueur couler dans son dos. Il se rendit compte que le plus important maintenant était de ne pas trop jouer. Il se rendit compte que l'adversaire qu'il avait en face de lui était très rusé. Mais même si des rumeurs circulaient sur Théo, Maëlle savait, après avoir étudié les documents, qu'il ne voulait pas de lui. Bien sûr qu'il en voulait. Maëlle était très douée, et bien que tout le monde lui ait conseillé de ne pas traiter avec Théo sans avocat, Maëlle répondait toujours avec arrogance. Tu peux tromper n'importe qui, mais pas les gens qui ne sont pas d'accord. Vous pouvez tromper n'importe qui, mais pas moi. Théo resta silencieux un moment, puis dit, eh bien, nous pouvons nous rencontrer. Je passerai demain. Maëlle raccroche le téléphone et fait presque un bond dans le bureau. Il sentait que Théo était entre ses mains. Et puisqu'il avait accepté le rendez-vous, il accepterait tout le reste, c'est-à-dire de signer les papiers plus tôt que prévu. À ce moment-là, Théo se frottait lui aussi les mains. Ce jeune homme n'a qu'une hâte, c'est de se mettre dans un trou. Eh bien, pour être sûr, Théo réduira ses bénéfices de quelques pourcents demain,
pour que cet arriviste se rende compte à quel point Théo a du mal à se décider. Lilou était en ville il y a 2 mois. Elle est passée à son appartement. Bizarre que Maël n'ait ni changé les serrures, ni vendu. Puis la femme s'est souvenue qu'il n'en avait pas encore hérité. Elle regarde le désordre créé par ceux qui ont cherché les papiers. Elle soupira, mais ne toucha à rien. Lilou portait une perruque rouge vif, un Maël et des baskets. Quiconque connaissait Lilou n'aurait jamais cru qu'il s'agissait d'elle. C'est parce que la femme s'engage toujours à porter des vêtements beaux et féminins. Et le Maël sportif, pensait-elle, était réservé à la salle de sport. Elle n'est pas venue en ville pour admirer l'appartement et le désordre qui y règne. Lilou avait besoin de rencontrer quelqu'un. Et cette personne, c'était Stéphane. Lilou savait que Timéo avait rendu visite à un ami de son père les derniers jours avant sa mort, et que c'était l'affaire qui l'avait tué. Stéphane regarda Lilou avec des yeux incompréhensifs. « Je suis désolé, vous avez dit à la secrétaire que je m'occupais de votre dossier. Mais je ne me souviens pas de vous. » Lilou s'assura que la porte était bien fermée et retira sa perruque. « Lilou ?» Stéphane est effaré. « Je ne vous aurais jamais reconnu dans cette tenue. Tu es un maître du déguisement. Où diable as-tu disparu? J'ai essayé de te retrouver après. Après la mort de Timéo. Je suis allé chez toi plusieurs fois, j'ai téléphoné. Mais rien. J'ai cru que tu étais parti, et je t'ai même compris parce que c'est vraiment difficile de rester là où on était ensemble. Tu as raison, c'est très dur. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons dû partir, quand bien même. Maël ne s'est donc pas contenté de faire un testament? Non, c'est curieux, il a une telle haine envers Timéo. Après tout, personne ne lui a menti. Personne ne lui a dit que Timéo était son propre fils. D'où vient cette haine? C'est comme si c'était inconscient. Je n'arrive même pas à comprendre ce qui le provoque. Lilou s'approcha du bureau et posa le dossier sur la table. Dit, est-ce qu'on peut prouver que le testament n'est pas réel? Oui. Maintenant j'ai une preuve. Lilou lui tendit le dossier. C'est un brouillon du testament. Et ce n'est pas tout. Elle déplie le papier devant lui. Stéphane le parcourt des yeux. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est au courant? Dit Lilou pensivement. Tu sais, au début je pensais qu'il n'était pas au courant. Et puis Timéo a eu le document, ce qui veut dire que non seulement les parents de Maël étaient au courant, mais aussi mon mari. C'est peut-être pour cela qu'il y a eu tant de haine, mais il y a de la logique là-dedans. Et puis beaucoup de choses s'expliquent. Lilou, je sais que Théo et Maël vont signer les papiers demain. Bien sûr, tu pourras faire un procès pour tout après. Mais je pense qu'il n'y aura rien à faire. Il faut agir dès demain. Maël et Théo sont assis l'un en face de l'autre dans la salle de réunion. Maël avait délibérément choisi cette place pour que Théo en ressente l'importance. Certes, Théo avait réduit ses bénéfices de 2%. Mais d'un autre côté, Maël le comprenait. Théo prenait un risque. Maël savait qu'il ne se passerait rien. Mais Théo ne le savait pas. Maël avait son avocat derrière lui, et Théo avait son avocat derrière lui. Ils s'arrêtèrent un instant pour relire les documents. Théo fait seulement semblant de lire. Il connaissait le document par cœur. Il l'avait rédigé lui-même et savait parfaitement où se trouvaient les pièges. Mais Maël n'a rien vu. Son avocat et son notaire non plus. Les yeux de Maël brûlent d'un feu avide. Alors, qu'est-ce que c'est? Maël n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il jeta un coup d'œil agacé vers la porte. Là, sa stupide secrétaire empêchait une fois de plus quelqu'un d'entrer. Il se leva et se rassit aussitôt. Confus, des gens entraient dans le bureau. Lilou. Elle faisait rouler devant elle le fauteuil roulant dans lequel sa mère était assise comme une reine. Et le pire, c'est que sa mère le regardait avec des yeux pleins de sens. Une autre jeune femme la suivait, avec un homme à ses côtés. Jeune, mais étrange. Il portait une barbe, une grande barbe. Et c'est de cet homme que Maël avait très peur. Et comme il était en cette compagnie, c'était encore pire. Mais que pouvait-il faire d'autre que de parler? Maël se tourna vers Théo. Signons. Mais Théo repoussa les documents. Maël, j'espère que vos proches sont venus soutenir votre décision. Maël se leva d'un bond. Furieux. On s'en fout. C'est moi, et moi seul, qui décide de tout ici. Vous comprenez? Tout cela est à moi.
Parce que je suis le seul fils du pays. Il frappe du poing sur la table, si fort que la carafe d'eau rebondit. Aussitôt, il entend la voix de sa mère. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais très bien. Tu n'es pas le fils de Louis. Maël la fixa d'une telle façon qu'il semblait vouloir la grésiller du regard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais être mort à l'heure qu'il est. Maël cria avec frénésie, et ne remarqua pas qu'il y avait beaucoup plus de monde dans la salle de réunion. De plus, il y avait des gens en uniforme parmi eux. Maël, tu as trouvé le document d'adoption alors que tu n'avais que 10 ans. Ensuite, tu as fait une terrible crise de colère. On t'a même hospitalisé, et quand on t'a sorti de l'hôpital, c'était comme si tu ne te souvenais de rien. Mon père et moi avons pensé que c'était une très bonne chose. D'autant plus que tout le monde autour de nous était persuadé que tu étais notre fils. Mais comme l'ont montré les événements récents, tu te souvenais de tout. Et tu ne pouvais pas pardonner à Timéo d'être sur le même pied d'égalité que lui. Sauf que personne ne pensait que tu pouvais faire une telle chose par dépit, par jalousie. Tu n'as jamais été le premier, et tu n'as jamais réussi quoi que ce soit. Timéo était plus intelligent que toi. Timéo avait la tête sur les épaules. Et tu ne pouvais qu'être fier d'être le fils de Louis. Maël rit soudain. Timéo est plus intelligent que moi? Alors dis-moi, où est ton Timéo maintenant? Et où suis-je? Et toi, maman, tu n'as survécu que par chance. Alors que tu n'aurais pas dû. Zoé regarda attentivement Maël. Je savais que c'était toi. Mais quelque part au fond de moi, il y avait l'espoir que je me trompais. Lilou pleurait. Maël vit enfin que la salle était pleine de monde. Même les employés du cabinet se pressaient dans l'embrasure de la porte. La seule personne qui manquait à l'appel était Théo. Quand et comment il avait disparu? Personne ne l'avait remarqué. Non, vous allez tous mourir. Vous êtes tout indignes. Maël s'est précipité dans son bureau. Il avait un pistolet dans son tiroir. Mais il n'est pas arrivé à temps. L'étrange barbu fut le plus rapide à réagir. Il attrapa simplement Maël au vol d'une main et le souleva du sol. Maël couina, essaya de mordre le bras de Maurice, qui était lui. Mais il n'y parvint pas. Au bout d'une minute, on l'emmena. Zoé dit d'un air fatigué, si Timéo était vivant, il prendrait les choses en main. Je suis vieille maintenant, mais j'ai une belle fille merveilleuse qui comprendra tout et fera une bonne gestionnaire. Lilou secoua la tête avec crainte. Non, non, je ne peux pas faire ça. Lilou, dis-moi, pour qui es-tu parti? Pour qui as-tu démêlé tout cela? Pour qui m'as-tu torturé pendant 3 heures avec des chargeurs? Pour Adélard. Mais, pas de mais. Tout ira à Adélard un jour. Que veux-tu qu'il n'ait que le titre? Inès pose une main sur l'épaule de Lilou, encourageante. N'en doute pas, tu t'en sortiras très bien. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Tout ce que je peux faire pour t'aider. Maurice fredonne d'un air gêné. Moi aussi. Inès le regarde d'un air sévère. Tu vis à 100 kilomètres d'ici, dans une tanière. Tu ne veux pas aller en ville. Alors ne trompe pas les gens. Si tu acceptes de m'épouser, je retournerai vivre en ville. Il y eut un silence dans la salle pendant 1 seconde. Lilou regarde le couple avec étonnement, Zoé avec un sourire. Inès poussa un cri et se jeta au cou de Maurice. Zoé soupire. Bon, je suis tranquille maintenant. Tu auras des gens de confiance à tes côtés. 1 an plus tard, 3 personnes marchent sur le chemin du cimetière. Une belle femme qui ressemblait à une femme d'affaires de la couverture d'un magazine de mode. Une femme plus âgée qui s'appuyait sur une canne. Et un garçon de 7 ou 8 ans qui soutenait soigneusement sa grand-mère. La femme âgée fut la première à entrer dans la clôture. Bonjour, Louis. Bonjour, mon fils Timéo. Tu vois que je suis venue à toi de mes propres pieds. Et tout ça grâce à Lilou et Adélard. Ils ne m'ont pas abandonné. Adélard tend la main à Lilou. Elle se penche. Maman, est-ce que papa et grand-père peuvent entendre grand-mère? Lilou s'accroupit, sourit légèrement. Bien sûr qu'ils entendent, mon fils. Et ils les voient même. Lilou serra son fils contre elle et lui chuchota doucement à l'oreille. Et la façon dont tu étudies, dont tu te comportes à la récréation, ils te voient aussi. Adélard rougit fortement. Je me conduirai très bien maintenant. Ils restèrent un long moment devant les beaux monuments que Lilou avait érigés il y a 6 mois. Ils pensaient à eux-mêmes.
Il se sentait si léger, comme si les personnes auxquelles il tenait étaient vraiment là avec eux. Lilou soupira. C'est l'heure de partir. Maurice a appelé. Il emmène Inès à la maternité. Zoé sourit. Eh bien, pourquoi n'as-tu rien dit? Il faut y aller tout de suite. Je ne veux pas être exclue d'un tel événement. Inès et Maurice sont comme une famille pour moi. Lilou secoue la tête, dubitative. Zoé. Mais tu dois être fatiguée. Qui, moi? Pas du tout. Tout en marchant vers la voiture, Lilou réfléchit au moyen de persuader sa belle-mère de rester à la maison. Elle voyait bien que la vieille dame était vraiment fatiguée. Mais c'était comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Lilou, n'y pense même pas, tant que nous voyageons, je me repose. À ce moment-là, le téléphone de Lilou sonna. C'était Maurice. Lilou, je t'en supplie, viens. Inès refuse d'accoucher. Elle dit qu'elle a mal, qu'elle a changé d'avis, qu'on lui fasse une piqûre, qu'elle rentre chez elle. Et elle reviendra demain. Que dois-je faire? Maurice pleurait presque. Lilou rit. Tiens bon Maurice, on arrive. Lilou connaissait parfaitement Inès et pensait que c'était comme ça. Elle compose le numéro. Oui. Inès hurle d'une voix qui semble pouvoir être entendue dans toute la ville sans téléphone. Bonjour. Inès. J'ai appris que tu t'étais dégonflée. J'ai cru que c'était moi, mais ce n'est pas le cas. Lilou, tu n'as pas idée de ce que c'est. Inès a soudain faibli, s'est souvenu qu'Ania avait eu Adélard et que l'accouchement était une phase passée. Alors Inès demanda d'une voix piteuse. Lilou, comment tu fais pour supporter ça? C'est simple. Il suffit de faire ce que disent les médecins et de se calmer. Plus tu seras nerveuse, plus ce sera grave pour toi. On vient te voir mon pote. Ça va aller? Vraiment. Inès sanglote doucement à l'autre bout du fil. C'est ce que je t'ai dit une fois, tu vois? C'est bon, comme tu l'as promis, et tu vas t'en sortir. Comme je te l'ai promis. À l'extérieur de l'hôpital, ils rencontrèrent Maurice aux yeux égarés qui semblaient ne pas les reconnaître. Lilou dut le secouer plusieurs fois. Maurice? Maurice, il finit par la regarder d'un air entendu. Une fille. Tu vois? Une fille est née. Inès et moi avons décidé de l'appeler Lilou. Lilou sourit, et les larmes coulent à gros bouillons sur ses joues. La petite Lilou devint un symbole d'amour et d'espoir, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a toujours de la place pour le bonheur.